Bienvenue à la Ligue des Cinévores, je suis en compagnie du plus beau gars de l'univers, je dirais, Mathieu. Oui, c'est moi, je suis en effet le plus beau homme de l'univers, et t'es quand même deuxième, c'est pas si loin. Là. Ah oui, malgré tout, j'accepte ce rôle volontiers. Aujourd'hui, on fait différemment. C'est moi, Kanim, c'est Maxime Ouais. Kanim aujourd'hui, parce que Mathieu... Parce qu'il me menaçait avec un couteau, là. Oui, je l'ai menacé avec un couteau à beurre. Il est très sensible, Mathieu, Ouais, très je suis très sensible. Et dans le fond, c'est moi qui aime aujourd'hui. Parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Ouais. Et de deux, on a un deal qu'une fois de temps en temps, c'est moi qui vais animer le show. C'est tellement rare qu'il y ait un film que je me suis dit c'est une occasion pour lui. Ben oui, c'est ça, parce que vous n'avez pas encore entendu la critique de Spider-Man. Parce que oui, cette semaine en plus, vous avez 2 épisodes pour le prix d'un. Les 2 films vont être séparés. Ça va être un épisode unique pour Spider-Man et un film unique pour La Cabane dans le Bois. La Cabane dans le Bois va avoir la formule classique. Effectivement. Et malheureusement aussi, vous avez remarqué qu'on a eu 3 semaines de vacances forcées, on dirait. Ouais. Max? Max. Je me suis ramassé à l'urgence. Overdose de drogue? Non, trop de Nutella. Ah. Non, mais je me suis ramassé avec une affaire pas agréable à l'abdominale. J'éviterai tout, là. Je vais éviter d'en parler en détail, mais ça a fait que j'étais ramassé en convalescence et qu'il a fallu faire comme, on prend nos vacances. On n'a pas eu le choix. Ouais. Sinon, on regarde la formule habituelle. Aujourd'hui, comme pour le résumer, on va parler beaucoup du Comic-Con parce que le Comic-Con a passé le week-end. Dans le fond, hier, ça se terminait hier pour nous autres, en date du 24 juillet. Beaucoup de stock. Ouais, on va parler malheureusement de certains décès qui ont eu lieu dans notre absence. Et on va parler un peu de Spielberg aujourd'hui parce que Spielberg revient dans l'avant-scène puis ça risque d'être franchement intéressant. Oui. Alors, on se retrouve directement dans la zone des chroniques. Les chroniques. Alors, on est arrivé dans la section chronique et cette semaine, on a beaucoup de stock à jaser vu le Comic-Con puis toutes les nouvelles qui sont tombées dans les 3 dernières semaines. On a pris ce qu'on considérait le plus distrayant. Ouais, plus pertinent. Ouais, le plus pertinent. J'aurais pas trouvé de meilleur mot. Voilà. Cette semaine, on a pris les films. De toute façon, on a l'habitude de faire ce qu'on a vu cette semaine, mais là, vu qu'on a 3 semaines, on va dire, on a filtré un peu pour choisir quel film qu'on a écouté et quelle série qu'on a écouté. Alors, Mathieu, je vais te lancer en premier. Vas-y, Okay. qu'est-ce que t'as écouté cette semaine? C'est 3 semaines. Ouais, 3 semaines, voilà. Donc, d'abord, j'ai vu. J'étais au cinéma à 2 reprises pendant mes 3 semaines de vacances qu'on a pris du podcast. Dont une fois avec moi. Oui, effectivement. J'ai vu Cards 3, le film d'animation, le 3e de la série. J'étais allé avec des a priori parce que le premier, je l'avais trouvé très bon à l'époque. Le deuxième m'avait relativement déçu. C'était pas bon. Il était parti dans une autre direction. Il voulait Ouais. essayer quelque chose de nouveau. Puis ça a un peu détruit le concept. Puis après, ils ont fait un spin-off que j'ai pas regardé parce que j'étais trop déçu De l'autre, là. de Cars 2. Donc là, on m'a convaincu d'aller voir le 3e et j'étais fortement, agréablement surpris. Il est très bon. J'ai entendu vraiment des bons retours sur celle-là. Écoute, le film il était écœurant. Outre le fait que les films d'animation de nos jours sont spectaculairement beaux, l'histoire est vraiment très bonne, très prenante. C'est vraiment, ils ont réussi à reprendre l'essence du premier film, là, vraiment le côté psychologique, le côté. C'est un peu comme pour le film. Zootopia, il y a un peu une comparaison avec la société tout le long du film. Ah ouais? Du fait que quand t'es une sorte de voiture, tu peux pas être une autre sorte de voiture. Tout le long du catégorisé? Ouais, c'est ça exactement. Tout le long du film, il y a des. Tu sais, ils disent que si t'es un camion, t'es un camion. Tu peux pas être Autre chose, ça. Tu sais, c'est ça. Là, ben, il y a un côté, il y a des beaux tours de ça. Puis c'est vraiment le film tourne autour de ça. Puis j'ai aimé ça. Très bon, très bonne histoire. Signé Pixar. Hein? Ouais, c'est Pixar. Ça rend nostalgique parce que pour ceux qui aiment la saga, ça ramène beaucoup d'éléments du premier film. Et aussi, ils ont pas comme. C'est intéressant parce que le héros principal, c'est pas juste lui l'héros principal, dans le sens qu'au début, on le suit lui, on pense qu'il va remonter à la pente, tout ça. Mais il finit par comme réaliser que c'est pas lui le héros, tu sais. Tu sais, on était habitué de le voir dans les 2 premiers films que c'est le héros, mais là, dans ce film-là, il y a comme un côté, il réalise qu'il est plus rendu à ce stade-là, il est rendu au stade de mentor, donc Ok, ouais. donc c'est vraiment bon. Écoute, j'écoute pas beaucoup de films d'animation, mais ça fait partie de ceux que j'ai beaucoup aimé. Là. Ah, cool. J'ai vu le nouveau Spider-Man avec toi, Oui. qu'on va reparler tantôt, qu'on va critiquer, donc je n'irai pas trop là-dedans. Je voulais juste le mentionner que j'avais vu. Ouais. Je sais que toi tu l'as pas aimé, fait que J'ai rien dit. je lis dans tes pensées. C'est ça. On en parlera dans la prochaine. Voilà. J'ai vu un film en fin de semaine avec mes amis. Croustille, ouais, ça a l'air bien. Ouais, Croustille, effectivement, c'est commandité par Lay's. Dans le fond, la moitié du film, il y a juste de l'air.
Ouais, voilà. Exactement, il n'y a rien d'autre, c'est juste de l'air. Non, c'est une comédie qui est sortie à un certain moment déjà. Qui est, dans le fond, c'est un film, une comédie qui se passe à LA, qu'on suit deux policiers qui sont des patrouilleurs en moto, dont l'acteur principal qui joue dans Ant-Man, j'ai eu un blanc pour le nom, mais c'est le meilleur ami du super-héros dans Ant-Man. Ouais, Qui est Louis, très drôle. je crois, il s'appelle Louis, l'acteur, mais C'est un acteur très drôle, il est reconnu pour faire beaucoup d'humour, et là-dedans c'est le même principe. Et c'est vraiment très absurde, c'est très vulgaire comme film. faudrait que tu dises le nom, par exemple, tu fais. Ben, le film c'est Chips. Ouais, tu l'as pas dit. Ouais, on l'a dit croustille, mais ouais. je voulais pas C'est perdre moi, le c'est monde. Chips. Et ça faisait penser un peu au genre d'humour qu'on habitué avec Seth Rogen, dans le genre très vulgaire, très punché, très absurde, très éclaté. Et j'ai quand même beaucoup aimé. C'est pas un gros film de comédie, mais il y a beaucoup de scènes marquantes. Donc c'est ça, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est quand même un film à gros budget, et la plupart des acteurs, c'est pas des acteurs super connus. À part lui que j'ai nommé, les autres, c'est vraiment des acteurs de seconde zone. Je sais qu'il y a Kristen Bell qui joue là-dedans. Ouais. C'est la blonde qui joue Veronica Mars, là. Ouais, là-dedans, elle fait une cruche à accro-célébrité, là. Puis, c'est... Mais elle est assez belle, cette femme-là. Ah oui. Ouais. Puis elle, puis aussi le méchant dans Daredevil, là, dans la saison 1, là, l'acteur, là. Il joue aussi dans Jurassic World, là. Tu sais, il fait le caïd dans Daredevil. Ah, Vincent D'Onofrio. Ouais, il fait le méchant aussi dans Chips. Ah oui? Ouais, c'est le méchant, puis il a des cheveux et une barbe, là, ça fait différent. Mais ouais, c'est à part ça, le reste du casting, c'est vraiment très secondaire. Mais outre le casting, le film, le film, je l'ai trouvé quand même bon. Je veux dire, il est drôle. J'avais regardé les critiques, il avait trouvé quand même mitigé. C'est fait très ramassé. Mais moi, j'ai tendance à me laisser porter par la comédie. Quand je ris, je suis content. Fait que ça m'a fait rire, j'ai aimé. Ouais. Même si des fois, il y a des bouts que les jokes sont pas drôles, ça arrive. Mais il reste qu'il y a des très bons gags dans le film. J'ai passé un bon moment avec mes amis. Tu sais, c'est tellement subjectif. Comment que tu vas interpréter une joke, tu sais. Moi, je disais souvent, moi, j'avais été voir La Cloche et l'Idiot 2. Et je me rappelle, quand je l'écoutais la première fois au cinéma, j'étais fatigué, ma blonde aussi. Puis on était brûlés, là. Mais tu sais, brûlés, on avait de la semaine dans le corps. Puis on était allé pareil, puis écoute, on a ri, man, mais hey, la salle, je sentais que tout le monde était fatigué. Puis nous autres aussi, fait qu'on a ri tout le long. Mais j'ai réécouté le film comme, je pense, 4-5 mois plus tard. J'ai pas ri une fois. Oh, ok. Comme quoi, tu sais, des fois, ça dépend tout le temps de l'ambiance. Ouais. J'ai remarqué que quelqu'un me dit c'est toujours mieux d'écouter ça en gang parce qu'il y a l'ambiance qui se fait autour. Ouais. On se dit des commentaires, on rit en gang. Donc, mais une comédie quand t'es fatigué, je pense que ça marche fort aussi. Ouais, je confirme aussi. Maintenant, j'ai vu un autre film aussi avant, je m'en allais du côté des séries, mais j'ai vu un dernier film que j'ai pas vu complet. Mais ça a donné que je voulais le voir, puis il jouait à la TV quand j'étais chez mes parents. C'est le classique du cinéma, Jumanji. Ah, j'adore ce film. Ils ont annoncé la suite récemment avec la bande-annonce et tout ça. Ouais. Et les gens sont très critiques envers la suite avant même qu'il soit sorti, mais vraiment intensément. Là, les commentaires, je te l'en lire, puis c'est assez violent. Et je comprenais pas pourquoi. Moi, je connaissais pas Jumanji. Je savais juste que c'était l'acteur principal, c'était Robin Williams. Là, ouais. Parce qu'il dans le meilleur de sa forme en plus. Ah oui, de la meilleure de sa forme. Et là, je l'ai écouté. Honnêtement, j'ai pas vu le début du film, mais j'ai vu quasiment tout le film au complet. T'as-tu reconnu Kristen Dunst, ouais. Qui était très jeune et blonde là? Ouais, très jaune. Ouais, puis jamais blonde dans la vraie vie. Ah oui, pour vrai? Ouais. Je sais pas, moi j'imagine c'est plus pour Spider-Man qui a s'était en roux pour le personnage. J'ai toujours pensé rousse. Ouais, je l'ai vu dans d'autres films, puis elle était tout en blonde. Mon fantasme est détruit. Merci de m'appuyer. C'est comme l'inverse avec Emma Stone dans l'autre Spider-Man. D'habitude, elle est rose, mais pour le film, elle s'est mis blonde. C'est vrai, hein? C'est drôle comme les... Elle est belle les deux. Ouais. Bref, Jumanji, je trouve que c'est un très bon film. Même si pour les effets, il est un peu vieilli pour les effets spéciaux. Ouais, il a vieilli. Je l'ai réécouté pour le 2 ans, j'ai fait il y a des affaires qui dans ma tête, c'était plus beau que ça. Ouais, c'est ça. Mais reste que l'histoire est vraiment bonne. Et j'ai compris pourquoi les gens réagissaient envers le deuxième, c'est que ça n'a pas... Aucun lien, là. Ça n'a aucun lien. Ça fuck all le lien. Le nom, là. Ouais, c'est ça. Le nom, c'est juste le jeu, tu sais. C'est le jeu qui base le film, mais je veux dire, ça n'a aucun lien. Puis... On chialera dans le fond des nouvelles, là. Ouais. Bref, j'ai écouté deux séries pendant mes vacances, encore une fois. J'ai écouté la saison 2 de Preacher qui est sortie récemment. J'avais oublié qu'elle allait sortir. C'est pas une coïncidence que je suis tombé dessus. Je cherchais de quoi écouter. J'avais un down. Et j'étais un peu tanné d'écouter ma série Psych, Enquêteur malgré lui, que je suis rendu à l'avant-dernière saison. Et je l'ai écouté vraiment non-stop. Et là, j'avais le goût de faire un peu de changement. Et je suis tombé dessus par hasard, puis je l'ai écouté.
Et c'est une série vraiment très bonne. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, c'est une série basée sur des comics. C'est très sombre aussi. Un personnage qui a un passé très sombre, mais qui décide d'honorer la mémoire de son père qui est mort en devenant prêtre. Donc il revient à sa ville natale, puis il devient prêtre dans son église. Puis c'est là que rapidement que les ennuis commencent à commencer parce que un matin il se lève, il se fait frapper par une boule de lumière. Puis là, il comprend pas ce qui se passe, puis tranquillement on réalise qu'il a obtenu un pouvoir. Puis c'est un pouvoir qui fait qu'il peut contrôler les gens. Donc c'est un prêtre, mais ce qui est particulier, c'est qu'il a le pouvoir de contrôler les gens. Fait qu'il dit, mettons, arrête, là t'arrêtes de marcher. Ou il dit, saute en bas du pont, tu vas sauter en bas du pont. Ok, ouais. Il a le pouvoir de contrôler les gens. Et là, rapidement, on découvre qu'il y a un monde, que dans le fond, il y a un monde fantastique autour de ça. Dans le fond, Dieu existe, les anges existent, il y a des démons, il y a des vampires, tout ça. Et lui a découvert ce monde-là, et il va devoir comme passer à travers ça des années avec ce pouvoir-là que tout le monde va essayer d'obtenir, parce qu'il y a le pouvoir le plus puissant sur la Terre, et tout le monde va essayer de l'approprier, puis c'est très sombre comme série. Puis très... Il n'y a pas d'humour, ouais? Il y a un peu d'humour. C'est quand même Seth Rogen qui les réalise, ouais, donc il y a de l'humour. C'est quand même léger, c'est sombre en même temps c'est léger, donc ça se prend bien un peu à la style un peu la style Lucifer si on peut dire, mais un peu une petite touche de plus sombre. Ouais, ça a l'air sale. Ouais, c'est ça, c'est plus sale, plus sec un peu aussi. C'est pas tant épuré que ça, c'est vraiment, il y a beaucoup, tu sais, c'est moche, il y a du sang, il y a de la violence, mais c'est très bien, l'histoire est écœurante. Et la saison 2 est sortie, est aussi bonne. Je l'ai pas fini parce qu'elle n'a pas encore sorti au complet, mais elle est vraiment écœurante. Ce que t'as vu, ça t'a plu. Ah oui, ça m'a plu beaucoup. Puis je voulais ça, c'est pas un spoiler réel, mais à un moment donné, dans la saison 2, au début, ils se rendent en Nouvelle-Orléans pour un événement. Et là, ils ont besoin d'une place pour loger. Fait qu'ils vont voir un ami. Parce qu'il y a 3 personnages principaux. T'as le prêtre, t'as son ex, puis t'as un vampire qui a plus de 1000 ans qui suivent parce qu'il n'y a rien d'autre à faire de sa vie. Fait que... ben ouais. c'est ça. C'est légitime. C'est légitime. Fait que là, puis ce vampire-là, il y a un ami qui s'appelle Denis à Nouvelle-Orléans. Fait que là, je suis comme, Denis, ça sonne français. Fait que là, il arrive chez ce gars-là, puis il cogne, puis le gars répond. Puis le gars commence à sacrer, puis à l'envoyer chier en français. C'est vraiment un Québécois. Ah, ok, il sac en québécois. Là. Oui, c'est vraiment l'acteur québécois. Genre, je sais pas, je le connaissais pas, mais il parle en français, puis tout. Puis quand tu l'écoutes, ben moi je l'écoute en anglais avec des sous-titres. Il parle vraiment en français, puis il sac, puis tout. Puis les autres se regardent comme, est-ce que quelqu'un comprend français? Il faut comme, non. Ils font, ok. Ah ouais, ok, ouais. Fait que j'ai mis le. C'est-tu des longues saisons? C'est des courtes saisons. Genre 8-10 épisodes? La deuxième saison est plus longue, elle fait 13 épisodes, mais de mémoire, la première en avait 10. Ok, ouais. Mais c'est très bon, puis je veux dire, il n'y a pas de temps mort. Là, ouais. Elle m'a toujours intrigué, cette série-là. Je te recommande, surtout que t'aimes tout ce que Seth Rogen fait d'habitude. Ouais, je pense que puis lui, avec ça, il est parti dans une autre direction qu'il n'était pas habitué. Donc, puis je savais pas, mais c'est un grand amateur de comics, ce gars-là. Oh, ouais, intense, ça n'est jamais. J'avais écouté le Comic-Con, puis il disait genre, c'est un de mes comics préférés, puis je voulais absolument le faire, puis tout ça. Puis... Donc, c'est une très bonne série. J'ai commencé la nouvelle saison de Game of Thrones, l'avant-dernière, malheureusement. Puis, c'est bon. Écoute, Game of Thrones, c'est toujours bon, toujours écœurant. Je pourrais pas dire que c'est une saison qui est plus morte qu'une autre, mais c'est tout le temps fou. Le gars qui a créé ça, là. G.R. Martin, quelque chose comme ça. Ouais, et il y a une imagination vraiment folle. Il faut dire quand même que les deux dernières saisons, les livres sont pas sortis, donc on voit que c'est un peu différent. C'est plus accéléré comme histoire, mais ça reste que c'est très bon. Et la nouvelle saison part en force et elle te garde en haleine tout le long. Tu as le goût de savoir ce qui se passe à chaque seconde. Tu es comme, ah ouais, je veux savoir ce qui se passe. Puis il y a tellement d'histoires qui s'entrecroisent que tu as hâte de voir chaque épisode pour voir tout ce qui se déroule. C'est vraiment là, c'est. Il y a combien d'épisodes déjà pour cette saison-là, vu que je sais qu'elle est plus courte? 7. Puis le 8, elle va en avoir encore moins, hein, je pense. Je pense que c'est 6 épisodes de moins. Mais ils ont dit qu'il va y avoir des épisodes plus longs. Genre les derniers vont être plus longs pour compenser un peu. Là. Ouais, voilà, exactement. Mais sinon, c'est ça. C'est pas mal ça pour moi. Donc, ton tour. Ouais, ben écoute, je m'attendais à pire. Dans le sens que je pensais que t'aurais eu plus de stock encore. Ouais. Moi aussi, j'ai filtré quand même un peu. J'ai mis ce qui me. Tu sais, vu que j'étais en convalescence, j'ai eu le temps d'écouter beaucoup de films, beaucoup de séries. J'ai écouté comme aussi j'ai commencé la série québécoise Les Pêcheurs, vite. Ah, c'est bon. Ça. C'est très drôle. J'avais vu la saison 1, j'ai commencé la saison 2, j'écoute, je suis mort de rire, c'est vraiment bon. Ah oui. Mais on n'en fera pas une longue parenthèse. Après avoir été voir le fameux dernier Spider-Man, je me suis tapé les autres Spider-Man. La première trilogie de Spider-Man. La trilogie originale avec Tobey Maguire. Ouais, exact, réalisé par Sam Raimi. La trilogie de 2 films, là, on parle. Là. Mais tu vas rire, le troisième, je l'ai trouvé moins pire que dans mes souvenirs. Ironiquement, là. Mais je me rappelle. Ça doit être la maladie qui faisait ça. Je me rappelle quand j'avais vu dans le temps les Amazing Spider-Man, je me disais, ah, Colin, les vieux de Raimi, ça a mal vieilli.
y a des affaires qui ont mal vieilli, on va se le dire. Surtout que le premier date de 2002, fait que clairement, il y a des choses qui ont mal vieilli. Mais j'ai eu comme un plaisir à les écouter au complet, les trois. Je les ai écoutés back à back. Je peux même pas me lever, fait que... écoute, j'ai eu du fun à réécouter, puis il y a des méchants. Écoute, le Green Goblin dans le premier, c'est un peu épais comme personnage, là. C'est le Nemesis à Spider-Man. Et puis c'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, il y a le masque original qui est sorti du Joker. Pas du Joker. Du Gobelin Vert. Du Gobelin Vert qui est sorti. Puis c'était vraiment plus fidèle aux comics dans le sens que c'est comme on dirait un elfe. Un gobelin. Un gobelin, c'est vrai, c'est un gobelin. Un vrai gobelin, mais genre avec une face qui était comme vraiment plus humaine. Puis ça a l'air que William Dafoe n'approuvait pas ce masque-là. D'où la raison qu'ils ont donné un masque plus mécanique. Ouais. Parce qu'il y a une armure pis tout, là. Ouais, mais Spider-Man 2, c'est vraiment le meilleur des trois. Il est vraiment bon, la scène du train où que Spider-Man doit justement arrêter le train avec ses cordes. Il y a vraiment quelque chose de touchant de cette scène-là. Écoute, ça a vieilli un peu, mais je suis vraiment indulgent. Le troisième, à part le bout qui danse dans la rue, puis qui danse au cabaret. Puis Venom. Ouais, Venom, il tapait moins le scénario que dans mes souvenirs. Finalement, il a sa langue, mais il l'affiche pas tant que ça, mettons. Mais le 3, il est correct. Mais c'est moins épique que dans mes souvenirs. Moi, ce que j'aimais beaucoup du 3, l'élément principal que j'aimais du 3... c'était son saut. Son saut est cool, mais je veux dire, c'est l'homme sabre. Oui, c'est ça qui était J'aime beaucoup le personnage de l'homme sabre, et là-dedans, il est bien interprété, il est bien représenté. Puis c'était fun d'avoir un Spider-Man choqué, qui était vraiment fâché, qui était prêt à tuer dans celui-là. Outre quand il y a sa copimo, là, on parle de quand il est dans son costume. Il danse, puis il croise les filles. Mais même les effets spéciaux, quand l'homme sabre devient l'homme sabre, tu vois qu'il se lève dans le temps de sabre, et tu vois les grains qui tombent, ça a un peu vieilli, mais il y a quand même quelque chose de super impressionnant. Je me dis, pour l'époque, je me rappelle, tout le monde était comme wow, parce que c'est quand même un des films les plus coûteux de l'histoire du cinéma. Hein. Ouais. Sinon, j'ai écouté Amazing Spider-Man 1, pas le 2, parce que le 2, je le déteste à mourir. Pourquoi? C'est vraiment le pire, hein. C'est le pire du pire. Non, c'est ça, j'ai T'es-tu raciste? T'aimes pas le méchant principal? J'aime pas le méchant principal, non, ça n'a pas rapport. S'il y a trop de méchants dans ce film-là, c'est ça le problème. Je me rappelle que j'avais pas détesté Amazing Spider-Man, malgré tout ce que tout le monde avait craché dessus. J'ai quand même été capable de l'apprécier, puis je trouvais qu'il y avait vraiment des bonnes idées, de mise en scène, puis au niveau du scénario, il y avait vraiment des bonnes tweaks, tu sais, je trouvais qu'il y avait vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il était retourné aux sources des comics. Ouais, oui, qui était plus proche de qu'est-ce que le comics actuel, comme Ultimate Spider-Man, montrait. Fait que je trouvais ça vraiment comme plus proche de ce que j'aime de Spider-Man. Mais c'est bizarre, hein? Je vais te poser une question. Est-ce que tu préfères les toiles d'araignée qui sont organiques, qui sortent directement de son corps, ou des autres qui font? Moi, je suis un fan vraiment du Spider-Man original, et donc je préfère quand il y a le gadget. Parce que dans les comics, à l'origine, Spider-Man ne pouvait pas tirer la toile avec ses mains. Il avait créé un gadget, puis il tire des toiles, puis il fait créer des sortes de toiles, ce qui faisait que c'était cool parce que c'était comme un gadget. C'est ça qui a été critiqué de la première trilogie au début. Les gens étaient comme pas contents de ça. Finalement, ça a bien passé. Mais à la base, il devait en avoir des gadgets. Ouais, il y a une bande-annonce d'une première version, puis Spider-Man avait ces gadgets-là. Ouais. Mais moi, je préfère l'organique. Je trouve que ça a plus de sens avec une araignée. Tu sais, l'araignée, elle a sa propre toile. Fait que dans ma tête, moi, ça a comme un sens, tu sais. Mais je peux faire un petit commentaire sur Amazing Spider-Man 2 rapidement, parce que j'aimerais ça les critiques un jour. Mais oui, le 2 était moins bon, mais ce que j'avais apprécié du 2, c'est qu'un des trucs que j'aime beaucoup de Spider-Man, c'est son sixième sens d'araignée. Et dans le 2, il est beaucoup exploité cette faculté-là. Et dans le nouveau, pas patate. En tout cas, on va en reparler, là, mais ouais. C'est vrai que dans le 2, il est beaucoup plus spoté et puis beaucoup plus sympathique avec la population aussi. Sinon, j'ai écouté un film d'adolescente aujourd'hui avec ma plus jeune sœur. On écoutait 17... Avoue, c'est toi qui voulais le voir, là, essaye pas. Ben, pour elle, le parti, ça fait on va l'écouter avec elle. Je te pas compte de l'écouter. C'est 17 ans, sérieusement. Ouais, j'ai vu une couple de semaines de ça. Là. Ouais, j'ai avec Woody Harrelson parce que c'est la seule vraie tête d'affiche du film. Puis Ellie Stanfield qui fait la fille principale. Ellie Stanfield, je la connais pas. C'est une chanteuse-actrice, genre style Disney. Là. Ah ouais? Ok, je la connais. Elle joue dans Pitch Perfect 2. Ok, j'ai jamais écouté ça non plus. Mais entre autres, c'est pas mal ça. Mais écoute, elle est super cute là-dedans. Dans le sens, elle est adorable. Là. Elle a un très comportement féminin. Écoute, comment je pourrais dire? J'ai trouvé ça bon pour vrai. J'ai trouvé ça distrayant, mais j'ai tellement l'impression qu'ils ont l'air de montrer. Je trouve que le personnage de la petite fille là-dedans, je la trouve un peu nounoune de ses bords. Genre, elle est trop hystérique sur ses réactions. Mais écoute, je suis pas une femme. J'ai pas vécu le 17 ans d'une fille. Fait qu'il y a peut-être des affaires que j'ai la misère
saisir complètement. Mais non, je trouve ça bien, je trouve ça cute. Puis ça, moi, c'est l'acteur principal, là, Woody Harrelson. Là, je l'aime beaucoup. Là-dedans, Il était écœurant. Là. Oh, oui, ben il est aussi. Le pire, c'est que c'est probablement toutes ces scènes qui ont été tournées en 2 jours. Là. Genre, le 3/4 des scènes qu'on le voit, il est dans sa classe. Ouais. Puis le reste de ces scènes, c'est genre dans une maison. Fait que ça a dû être un tournage super court. C'est son humour, il est tellement cynique, genre. Ah oui, il est intense. C'est pas mais au début du film, elle va le voir, puis elle dit là, j'ai écrit une lettre de suicide, je voulais juste vous le dire, parce que j'ai dit à quelqu'un, il dit, mais quelle coïncidence, moi aussi, je me suis écrit une lettre de suicide. Ah oui, c'est ça, il y avait plein de mèmes, là, c'est drôle. Sinon, moi aussi, j'ai écouté un Pixar. Oh. J'ai écouté Ratatouille. Ah, un classique. Oui, avec ma plus jeune soeur, encore une fois. Et écoute, j'ai trouvé ça drôle, c'est cute, c'est le fun. C'est vraiment du qualité Pixar. Écoute, je pourrais pas en beurrer plus. J'ai trouvé ça bon. Ouais, Pixar, c'est les spécialistes. Là, ils se plantent rarement. Ouais, je pense pour vrai, la seule déception que j'ai eue avec Pixar, c'est vraiment Monster University. Ah ouais? Ouais, j'ai vraiment été déçu. Probablement que j'avais trop d'attentes. Ouais. Et Cars 2. Ouais, Cars... je pense que t'as nommé l'épée. Ouais. C'est de valeur parce que Monster University, j'aurais vraiment aimé ça, l'aimer. Ben, moi j'ai aimé les références parce qu'en fait, ils font plein de liens avec le premier film. Mais oui, effectivement, il était pas aussi bon que. Ouais. Faudrait peut-être que je leur donne une chance, peut-être. Et je finis avec un dernier film. J'ai écouté un film d'horreur ce matin. Oh. J'ai écouté la fameuse suite à Project Blair Witch. Est-ce que tu connais ça? De nom. Le premier, c'était un film qui avait fait sensation, je pense que c'était en 97, c'est sorti. C'était un film, dans le fond, que tu voyais un groupe de jeunes qui se perdaient dans le bois. Puis ils se ramassaient, ils se perdaient dans le bois. Je pense qu'ils avaient entendu des rumeurs qu'il y avait une sorcière là-dedans. Et à un moment donné, eux autres, ils vont se perdre. Et ils vont réaliser qu'ils font le tour, comme s'ils tournaient en rond, incapables de sortir du bois. Et ça vient ça panique. Puis là, il y arrive comme des événements à gauche puis à droite. Puis ça finit qu'ils se ramassent dans une maison. Et la sorcière, elle les tue un par un, mais subtilement. Mais ça a l'air filmé c'est filmé comme avec une caméra de vidéo. Pourquoi le film a fait sensation? Parce que c'est un film qui a coûté 60 000 et qui en a rapporté pas loin de 300 millions. Mais c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que les producteurs ont rien dit et ont annoncé ça comme une vraie cassette, comme si c'était une histoire vraie. Fait que le monde capotait, il y a une vraie sorcière, il y a vraiment des. Tu sais, là, il se passe vraiment quelque chose de genre surnaturel. Fait que dans le fond, ça tournait autour de ça. Finalement, ça a fini par sortir que tout était faux. Mais il y en a eu un vrai 2. Qui s'appelait vraiment le projet Blair Witch 2, qui s'appelait The Book of Shadow, qui est filmé non avec une caméra de même. Le film, je pense, se passe sur le fait qu'ils ont vu le film. Ok. Ouais, c'est vraiment fucké, puis c'est vrai que c'est terriblement mauvais. Il est considéré comme je pense, je sais plus quel site, mais j'ai lu aujourd'hui qu'il était considéré comme le 29e pire film de tous les temps. Et il y a un de tes acteurs que t'aimes beaucoup là-dedans, qui joue là-dedans. C'est ton enquêteur dans Burn Notice, l'acteur principal. Ouais. Il joue là-dedans avec un pinch. Oh my god. Malheureusement, son nom m'échappe, là, mais c'est un des acteurs principaux du film. Là. Ah, je l'aime depuis que j'ai découvert cette série-là. Cet acteur-là, il est bon. Bref, j'ai écouté la suite, qui se veut comme qui se passe 17 ans après le premier film. Et dans le fond, le garçon là-dedans cherche sa sœur qui a disparu il y a 17 ans, qui est le premier film. Et ça s'avère à être non fructueux, ils vont se perdre dans le bois, mais c'est très shaky caméra encore. Des fois, tu vois pas tout, tu comprends pas tout ce que tu vois. Ça en est même gossant parfois. Là. J'aime le shaky caméra, mais j'aime pas quand c'est juste... On gagne du temps en faisant des noirceurs, avec des sons. C'est probablement ça le plus gros défaut du film. Mais la dernière scène, et je vais essayer de pas spoiler, là, ça se passe comme dans la maison, la fameuse cabane qu'il y a dans le premier film. Mais ça fait penser tellement à Resident Evil 7. C'est épouvantable. Et j'ai lu des critiques que les autres aussi comparaient ça à ça. Genre. Aïe aïe. C'est vraiment là, t'étais comme... Parce qu'ils vont visiter la maison, là, je veux rien dévoiler. Mais à la première personne... Fait que c'est vraiment impressionnant de voir cette scène-là, juste pour ça, ça vaut la peine de l'écouter. Mais c'est un film correct. Ça fait 2 fois que je suis censé l'écouter, puis à chaque fois, finalement, ça tombe à l'eau, mais il m'avait intrigué. Mais il est arrivé sur super écran en fin de semaine. C'est un temps, tu l'écouteras. Bref, c'est tout ce qu'on a vu. Excusez, j'en avais beaucoup moi aussi, mais on a passé à travers. C'est une grosse émission, hein, vous devez vous y attendre. Là. Ouais. Bref, on va aller dans l'actualité. Yep.
Je vais commencer si tu me permets. Ouais. Je vais en profiter. Dans le fond, je vais commencer parce qu'on a des mauvaises nouvelles en partant. Les notes tristes, comme on dit. Des notes tristes, absolument. On va commencer avec, malheureusement, avec le décès de John Romero, le père des zombies, qui a fait Lamb of the Dead, Dawn of the Dead. C'est lui qui, dans le fond, qui a créé l'univers des zombies, qui est arrivé avec ça, le concept d'humains qui ressort de la Terre et qui vont désirer bouffer les êtres humains. Il est malheureusement décédé subitement d'un cancer, ça a été rapide. Ça a l'air qu'il était il cherchait un financement actuellement pour un nouveau film. Et malheureusement, ben là, tout est tombé à l'eau dû à son décès. C'est très très triste. C'est de valeur parce qu'il était censé à l'époque réaliser le premier Resident Evil 1. Le film, là, c'était lui qui était censé le réaliser. Puis lui, il avait voulu prendre le concept de base de Resident Evil. Et malheureusement, ça s'est viré comme un film d'action. Mais écoute, Monsieur Romeo, respect. Vous avez, Repose en paix. vous avez changé. Vous avez eu une énorme influence sur la culture populaire. Eh oui. Et sur nos vies. Sur nos vies. Et sur nos vies, c'est vrai. Après ça, on va parler de l'acteur Martin Landau aussi, qui est malheureusement décédé. Un acteur qui a joué dans X-Files, il a fait beaucoup de films pour Spielberg. Grand acteur. Il a joué dans Columbo aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, aussi. Et lui aussi, malheureusement décédé il y a quelques temps. C'est de valeur, mais il est quand même atteint l'âge notable de 89 ans. Là. À un moment donné, tu sais, il faut s'attendre que... Ouais, puis il y a encore un film de lui qui sort cette année. Il faisait beaucoup de films indépendants. Là. Ouais, c'est pour ça que c'est pas une... Voyons, on peut pas le reconnaître direct. Il y en a des fois qui vont pas le reconnaître du premier coup parce que il fait pas tellement de gros films depuis plusieurs années, mais si vous êtes amateur de cinéma indépendant, vous allez le reconnaître. Là. Oh, ouais, absolument. Sinon, encore un décès, je l'attaque brièvement parce que ça a plus ou moins rapport avec le cinéma. Malheureusement, le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, s'est suicidé à l'âge de 41 ans, laissant malheureusement dans le deuil 6 enfants. C'est quand même beaucoup, hein, 6 enfants. C'est fructueux, quand même, mon Chester. Moi, rapidement, juste pour dire que moi, c'était un de mes idoles. J'écoutais encore leurs derniers albums. Le dernier album, je l'ai acheté. Ça fait 2 mois que j'écoute rien que ça. J'étais complètement vraiment sur le cul pendant 2-3 jours facilement. Tu sais, quand tu perds, c'est comme il y en a beaucoup quand ils ont perdu Michael Jackson à l'époque. Ouais. Ça avait vraiment eu un gros impact sur leur vie. Mais c'est à peu près ça que j'ai ressenti pour ma part. Ouais. Et pourquoi j'en fais mention aussi dans l'émission, c'est que beaucoup, Linkin Park aimait beaucoup le cinéma et le cinéma. D'où la raison qu'il y avait eu dans le temps de Breaking the Habit, qui était une de leurs pièces, qui avait fait affaire avec un animateur de manga. Fait qu'on avait le droit à du manga mélangé avec leur vidéoclip. Et écoute... Moi, je me rappelle, il avait aussi fait la musique, je pense, du premier Transformer ou du deuxième? Non, quasiment je parle des 3 premiers. Ah, les 3 premiers? Ouais, les 3 premiers avec... Ouais, les 3 premiers, je me souviens. Ouais, je suis pas sûr des 2 derniers, par exemple. Mais leur musique était tellement bonne. Oh oui, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Malheureusement... Ouais. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, pas Max à moi. Est là. non, moi j'aime pas le monde, mais non, c'est pas vrai. Mais j'aime personne. Mais allez parler, hein. Ouais. Ok, excusez, là on a fini avec le triste. Ouais. Là j'ai goût de rire. Fait que je vais embarquer que le nouveau film qui s'en vient, c'est le Seth Rogen et James Franco sont 2 acteurs que j'adore à mourir. C'est vraiment, je trouve que c'est eux autres les plus drôles actuellement dans Hollywood, personnellement. Et sont arrivés avec le projet audacieux de Disaster Artist. Disaster Artist, qu'est-ce que c'est? C'est le film basé sur le livre qui est basé sur le tournage du film The Room, avec Tommy Wiseau, qui est considéré comme un des pires films de tous les temps. Dans le fond, le livre se base sur comment le tournage s'est passé. Et ça a été un désastre. Tommy Wiseau est comme un ego surdimensionné. Merci beaucoup. Surdimensionné. Et ça a eu beaucoup d'impact sur le produit final du film The Room, qui fait que ce film-là est un navet total. Là. C'est vraiment mauvais comme film. C'est une chance pour t'écouter ça, Mathieu. Ouais, ben, tu peux montrer des scènes avec la citation classique. Ouais. Oh, hi Mark! I did not! Oh, hi Mark! C'est catastrophique comme ça. C'est vraiment genre 67 prises. Là. Ouais, c'est ça. Line! Tout le monde répète. Where's the line? Where's the line? Écoute, c'est drôle. Dans le fond, John Franco va interpréter Tommy Wiseau. Et Tommy Wiseau va faire un caméo dans le film. Il l'a annoncé. Et dans le fond, ça va expliquer le tournage. Puis écoute, le bande-annonce, c'est juste un teaser plus qu'une bande-annonce. Mais c'est mourant, là. Vous avez la chance de Disaster Artist. Allez voir ça. C'est drôle. Ça promet comme film. Ah, ça promet. Moi, je veux le voir. Et c'est James Franco qui le réalise.
Puis il y a son frère dans le film d'ailleurs. Ouais, aussi. son frère qui joue l'acteur qui a écrit le livre, justement. Sinon, je vais embarquer sur un autre bande-annonce. C'est Kingsman. C'était fou. Ah ouais, The Golden Le cercle d'or. Ouais, ça a l'air malade mental. J'avais adoré le premier Kingsman. Moi, j'avais été voir ça au cinéma tout seul. Aucune attente. Je suis sorti de là, je fais... Avec ta bière, là. Puis... Non, avec mon popcorn qui met le cœur, là. Mais j'ai capoté mon âme. J'ai vraiment aimé ça. J'ai eu du fun tout le long du film. Moi, c'était avec des amis, on cherchait un film à écouter, puis là, on voulait écouter un film d'action, puis il y avait ça, puis j'étais genre, ouais, puis Colin Flirt. Colin Firth. Ouais, Flirt, bon. Je savais pas, je le voyais pas comme dans un film d'action, je me suis dit, il doit pas être bon dans un film d'action. Ouais, il fait t'sais. beaucoup de dramatique. Ouais, c'est ça, il fait beaucoup de dramatique. Comédie romantique, des fois. Là, j'étais, tu sais, la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans, voyons, Le discours du roi. Discours du roi, c'est ça exactement. Là, j'étais comme, il est bon dans le dramatique, dans l'action. Fait que là, ils m'ont convaincu, on l'a écouté, puis Il y a la scène de l'église, on spoilera rien, là. Mais juste la scène de l'église, je ça dois dire mérite. que le méchant du film dans Kingsman, là. Moi, je l'ai aimé. Je sais qu'il y en a qui l'ont pas aimé, là. Samuel Jackson là-dedans, là. Tabarnak. Il parle ses dents, là, en plus, là. Il parle comme ça, là. Il y a beaucoup qui ont chialé pour les feux d'artifice de couleur à la fin. Je vous dirais pas c'est quoi, là. Mais moi, j'ai trouvé ça épique. Il reste que le film est épique. Les scènes d'action là-dedans sont folles, là. C'est tiré d'un comics, tu sais. Ouais. Je connais pas le comics de celui-là, mais ça a l'air que c'est aussi bon. C'est vrai que c'est super populaire. Puis il y a une nouvelle annonce du deuxième qui est encore plus folle, là. Ouais, avec Halle Berry et Channing Tatum. Channing Tatum semble être le méchant. C'est pas Ben, clair. Channing Tatum, il fait l'équivalent américain des Des Kingsmen. Ouais, c'est c'est les Statesmen. Ah, Puis, pour vrai? ouais, puis Ali Berry a fait l'équivalent du gars chauve avec des lunettes qui gérait le. Ah. C'est comme parce qu'il doit venir aux États-Unis puis c'est un nouvel allié pour s'aider parce qu'ils ont perdu leur QG. Ouais. Puis lui, il fait comme le cowboy avec le chapeau puis le shotgun. Là, puis... Oh, ouais. En tout cas, bref, ça a l'air malade. Ah. On est d'accord. Sinon, un autre film, excuse-moi, le Comic-Con a vraiment été fluctueux. C'est Bright, le film de Will Smith qui va être exclusif à Netflix. Ouais. On a enfin vu une vraie bande-annonce parce que ce qu'on avait vu, malheureusement, c'était très peu. C'était juste Will Smith avec une épée puis quelques créatures. Ben Dans oui. le fond, c'est des elfes ou des gnomes, on pourrait dire plus, qui se sont intégrés à la société actuelle. Et dans le fond, Will Smith incarne un policier qui collabore avec un elfe, justement, qui va être son allié dans le film. Puis, mais le film, ce qui est audacieux, c'est qu'ils vont beaucoup toucher le racisme là-dedans. Parce qu'il y a comme des jugements par rapport à ce monde-là. Ils ont la face bleue, les oreilles déformées. Mais ça promet vraiment d'être intéressant. Ça va être un film d'enquête, d'action. Mais C'est assez surprenant comme film. oui, c'est super osé. Puis la bande-annonce en montre juste suffisamment pour qu'on comprenne le contexte, mais on sait pas l'histoire. L'histoire est très floue. J'avais un commentaire à dire là-dessus. Ouais, vas-y. Ça fait que pendant que quelqu'un a sorti la bande-annonce de ce film-là, au Comic-Con, il y a eu scandale dans le sens que c'est Netflix qui le produisait et Netflix ces temps-ci se fait pointer du doigt en disant que quand ils créent des films, ils mettent pas au cinéma, ils mettent directement sur leur plateforme. Ouais. Et ça frustre beaucoup les gens dans l'univers du cinéma. Ben, Don Nolan, que je suis allé là-dessus en disant que lui, il veut rien savoir de ça. Non, exactement. Puis Will Smith, il a défendu Netflix pendant le Comic-Con en disant qu'il était pas contre la façon de faire. Je veux dire, c'est Netflix, je veux dire, C'est une plateforme, là. Ouais, c'est une plateforme, voilà. C'est comme son charlerait des longs métrages sur YouTube. Écoute, c'est le marché actuel, mais écoute, le cinéma va toujours continuer à marcher. C'est le fun juste d'avoir une alternative sans avoir nécessairement besoin de dépenser supplémentaires. Mais le réalisateur de Suicide Squad qui réalise ce film-là. Fait que c'est la deuxième fois qu'il travaille avec Will Smith. Ça me fait peur, mais c'est quand même le gars qui a réalisé Fury. Fait ouais, Fury. C'est ça, on va laisser une chance. Écoute, moi d'après moi, ce qui est arrivé pour Suicide Squad, c'est les studios devaient contrôler les réalisateurs et c'est un impact sur la qualité. Là, j'ai ma dernière nouvelle parce que il y en avait Après ça, pour prendre ton souffle. Ouais, après ça va être à toi. Guillermo del Toro a sorti sa nouvelle bande-annonce de son nouveau film, The Shape of Water, qui s'annonce être hallucinant. C'est du Guillermo del Toro. Alors, on a l'esthétique un peu à la Hellboy. Ouais. Dans le fond, c'est une créature des mers qui reçoit des traitements scientifiques dessus. Et il y a je dirais pas une infirmière, mais une femme qui travaille dans le milieu qui est complètement muette. Elle parle pas. Fait qu'il va falloir s'attacher à un personnage qui parle pas en partant. C'est osé, là. Et elle va avoir sorti de la compassion, avoir une amitié qui va se créer avec la créature. Mais Guillermo del Toro semble ne pas vouloir se censurer là-dedans. Ça va être un peu comme dans le genre de la labyrinthe de Pan, qui est excellent, là, soit du 100%, mais qui gêne pas à montrer du gore s'il doit en montrer. Fait qu'il il se censure pas. Je pense que ça promet d'être spécial comme film. Et pour finir, on dirait un mélange entre Guillermo del Toro qui rencontre BioShock le jeu.
Oh! Genre l'univers marin, tout ça. J'adore l'univers de Bioshock. Ouais. Alors, si vous connaissez pas l'univers de Bioshock, vous le taperez sur Google. C'est vraiment un univers qui se passe sous l'eau, mais qui comme rendu sale et que la population a mal viré. Mais l'esthétique ressemble beaucoup à ça. Bioshock, surtout aussi, s'inspire beaucoup du concept d'Atlantique, la ville Ouais, sous l'eau. aussi. Donc, c'est très beau, là, Bioshock. Là. Alors, on a oublié de mentionner quelque chose. Ah! La section hors sujet ne sera plus là. Ouais. On a oublié de le mentionner, je suis désolé. C'est fini leur sujet, on passe directement à l'autre étape. On a préféré se concentrer uniquement sur le cinéma. Mhm. Et là, je laisse Mathieu aller directement dans ses actualités. Fait que moi aussi, j'ai quelques nouvelles intéressantes. D'abord, une bande-annonce d'un nouveau film de Steven Spielberg qui revient au premier plan. Oui. Avec un film vraiment... Qui est sorti de nulle part, là. c'est vraiment de nulle part. C'est Player One. Un film... comment on pourrait décrire ça? C'est un film vraiment... C'est un film de science-fiction. Un hommage aux jeux vidéo aussi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un film qui se passe dans un futur où que, tu peux te connecter dans la réalité virtuelle, faire tout ce que tu veux dans le fond. Et là-dedans, ce qui arrive, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, il y a beaucoup de références. On voit de Iron Giant, qui est le robot géant. Il y a un film d'animation sur lui. On voit brièvement Deadpool et Harley Quinn. On voit Duke Nukem. Ouais. On voit Freddy Krueger, Ouais, le DeLorean de Back to the Future. Voilà, et puis il va sûrement avoir beaucoup d'autres références. Il y en a peut-être même qu'on a manqué. Ouais, c'est ça. Écoute, le bande-annonce, elle va quand même vite, il y a beaucoup d'éléments. Mais l'esthétique de la bande-annonce, tout ce que j'ai vu, c'est fou. Là. Ça a l'air tellement. Ça a l'air de film qui va se démarquer quand ça va sortir, je veux dire. Ouais, ça a l'air très rafraîchissant aussi. Ouais. Mais c'est très osé. Écoute, quand tu vois deux personnages d'univers qui n'ont aucun lien Ouais. se rencontrer comme juste super-héros, t'as Deadpool qui rencontre Harley Quinn ensemble. Et c'est un film produit par la Warner Bros. Là, Ouais. qui s'occupe de DC Comics. En tout cas, c'est bizarre. C'est spécial, mais ça a l'air écœurant. Allez voir bande-annonce, ça vaut vraiment le détour. Là. Il n'y a pas tant de bande-annonce que ça qui se démarque autant que j'ai vu récemment, là, mais celle-ci, là, quand tu m'as montré ça, puis j'ai vu ça, là, Ah, ça m'a fait un buzz en partant. ouais, écoute, ça va faire le buzz, c'est clair que c'est sorti. Autre nouvelle, c'est la mode de vouloir prendre des animes, des mangas, et les rendre en réelle action. Donc avec des vrais acteurs dans une vraie série. Et là, le nouveau projet en date, c'est refaire One Piece en vraie série. En live action, qu'il appelle. Ouais, là. live action, voilà. Et donc, déjà quand ils ont annoncé le projet, comme pour à chaque fois, des commentaires assez négatifs. Oh, ouais, c'est sûr. Je suis un peu d'accord avec eux parce que chaque fois qu'ils essaient de prendre un manga, une série animée, ils doivent vouloir la refaire en version. Parce que là, c'est les Américains qui vont produire ça. Donc, en réel, tout ça. Je sens que ça va dénaturer là. Ils ont déjà essayé à plusieurs reprises, mettons, le dernier maître de l'air, Dragon Ball. Ghost in the Shell aussi. Ouais. Et à chaque fois qu'ils tentent de le reproduire, ils finissent par rendre ça plus cheap, plus caricatural, plus. T'as quasiment l'impression qu'il crée de la culture japonaise. Ouais, voilà, exactement. Et en plus, il y a Naruto qui s'en vient aussi en Ouais. live action. C'est des projets casse-gueule, moi j'appelle. Ouais, ça fait peur. C'est Là. soit que tu te plantes solide, soit que tu te plantes avec un peu. Parce qu'à date, on n'a pas eu le contraire de réussite. Non, c'est ça, c'est jamais arrivé vraiment à date. Donc, et là, en plus, One Piece est considéré comme le manga le plus vendu Au monde. Et qui est rendu quand même à 85 tomes, ce qui est énorme. Et, Combien d'épisodes déjà? euh, C'était 800. ouais, c'est 800 épisodes. 800 épisodes. Ouais. Wow! Écoute, c'est 13 films. Hey, by the way, je fais une petite parenthèse. T'as-tu remarqué, t'as-tu vu l'annonce des Simpsons par rapport au Comic-Con? Non? Ça faisait comme 4-5 ans qu'il n'y avait plus les saisons des Simpsons qui sortaient en DVD puis en Blu-ray. Puis finalement, ils ont annoncé qu'ils revenaient, ils recommençaient à vendre parce qu'ils avaient tout coupé ça. Ah. Fait que c'est cool. Ah, mais c'est cool. Donc, c'est ça, je reste très sceptique. Hein. Naruto, j'étais plus motivé parce que c'est quelque chose qui me cherchait plus. Mais en même temps, j'ai peur. Et même pour Naruto, mais One Piece aussi, je très peur. Surtout que dans les deux cas, il y a beaucoup de combats, d'effets spéciaux. Et vraiment, c'est très caricatural de leur série. Et dans One Piece, c'est des éléments vraiment extrêmes. Exemple, le personnage principal qui peut étirer ses membres et tout. Donc, je me demande comment on va réussir à faire quelque chose de bien. Oui, on a déjà vu ça à style Monsieur Fantastique, mais là, il faut que ça soit plus comme cartoon, un peu plus coloré. Donc, je suis sceptique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la suite, mais j'ai bien peur qu'encore une fois, que ça va se planter. Mais au moins, ils tentent l'expérience. Je peux leur lever mon chapeau pour ça. Ouais, absolument. Je suis d'accord avec toi. Prochaine série annoncée, ça, je suis quand même intrigué. Ouais. C'est une série à l'époque que j'avais suivie à la TV. Je m'étais un peu lassé à la fin, honnêtement, je l'ai pas vraiment terminé. Il y a eu 3 séries principales, c'est Stargate. Il y avait Stargate normal, Stargate Atlantique et Stargate Universe. Atlantique, ça se passait-tu dans l'eau pour le fun ou Euh, ça n'a aucun lien?
Non, ben c'est parce qu'il trouve une porte, mais je sais plus si c'est sous l'eau. Il me semble qu'elle est sous l'eau. En tout cas, c'est qu'il trouve une porte avec une clé de plus. Ok. Il me semble qu'elle est sous l'eau, en tout cas. Et Est-ce que. Là, tu me diras si je me trompe. Est-ce qu'à la base, il y avait un film sur Stargate? À la base? j'ai pas vérifié, je m'en rappelle pas. Moi, je suis tombé là-dessus. C'est là quand j'étais petit, je suis tombé dessus, puis je l'ai adoré, fait que je l'ai écouté. Ok. Mais j'ai fini par me lasser quand ils sont tombés dans la porte de l'univers, qui est rendu un peu intense. Et là, il y en a une nouvelle série qui vient à l'origine, Stargate Origin. Et là, ça se passe comme. Ils sont en Égypte, dans la bande-annonce qu'on voit, ils sont en Égypte, et ils déterrent le fameux portail. Puis ils croisent Altaïr. Ils croisent Altaïr. oui, ils croisent Altaïr, oui, exactement. Et donc, ça a l'air quand même. Ben, c'est ça qui a l'air beau. L'histoire, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais ça nous laisse entreprendre qu'on va voir l'origine des Stargate. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir, parce que c'est une univers que j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup tout ce qui est science-fiction, ça fait partie des classiques. Donc, j'ai hâte de voir. Un nouveau film qui est annoncé d'horreur, d'une saga que j'avais écouté au complet. Il n'y en a pas beaucoup de sagas d'horreur que j'ai écouté au complet. Dont les 7 films, là. Ouais, voilà. Ça fait beaucoup de stock, là. Que j'ai écouté. Et, écoute, c'est des films qui m'ont marqué. C'est un concept intéressant. Surtout que je considère que le méchant principal de ces films-là, je le vois plus comme un anti-héros, là. Parce que lui, il fait justice à sa manière. À sa manière, hein. Voilà. Et donc, il a annoncé Jigsaw 8, Décadence 8, si vous préférez en français. Qui est dans le fond le nom du personnage, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, là, dans le fond, il était censé avoir conclure la saga, mais finalement, il reparte la saga encore. Parce qu'il avait plus ou moins conclu avec le 7e, l'univers de Star. Décadence. Ouais, de Décadence. Et là, ils ont sorti une balance, ça a l'air vraiment. On retrouve les aimants qu'on a l'habitude de voir dans Décadence, des scènes avec des ils ont des épreuves pour sortir de là, beaucoup de sang, beaucoup de violence. Mais je suis resté surpris. Il y avait quand même une touche d'humour dans la bande-annonce. Quand ça? Très légère, là. Mais il y avait comme à la fin de la bande-annonce, c'était comme justement la marionnette qui arrive et fait Ah, c'est pas du tout creepy. C'est vrai, il y a une petite touche d'humour, c'est surprenant, t'as raison. J'imagine que c'est pour atténuer un peu le ton, mais pour que ce soit plus accessible. Reste que ça a l'air vraiment de me prendre des éléments qu'on est habitué de voir, mais en plus, on dirait qu'il y a plus d'action que dans les précédents. C'est plus poussé sur l'action, dans le sens que la police court après, tout ça. Plus coloré aussi, étrangement. Ouais, ben ouais. Il y a plus de lumière comparativement aux autres, là. Ouais, c'est vrai que ça a l'air moins. T'as raison, ça a l'air moins dark, moins sombre. Moins sale aussi. Ouais, moins sale. Donc, ouais. Tu l'attends-tu? Oui, je l'attends. Comme j'ai dit, j'ai écouté assez au complet. Ouais. C'est une série que j'avais quand même aimé. C'est un concept qui m'avait trouvé fascinant. C'est quand même assez épeurant, pareil. Ouais. Et donc, oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il faudrait que je me réfléchisse parce que ça fait longtemps que je les ai vus, les derniers. Mais je l'attends avec impatience. Moi, j'ai arrêté au 3. T'as arrêté au 3? J'ai arrêté au 3. J'étais plus capable. Le 1, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Je considère que c'est un des meilleurs films d'horreur de son époque. Le 2, j'avais fait ok, c'était pas pire. Le 3, j'ai vraiment détesté ça. Puis je me disais, ah non, fuck le 4, là, fuck le... Je trouvais que ça venait trop. Là. Puis comme d'habitude, Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, meurt dans le 7. Dans Décadence 3D, là. Ah ouais? C'est le premier qui est comme attaché son corps sur une affaire de voiture. Là. Ok. Ouais, comme de fait, il meurt aussi. En tout cas. Ouais. Bref, c'était mes nouvelles. Ok. Donc. Il te reste Jumanji, je pense. C'est. Dans le fond, on va parler de la bande-annonce de Jumanji, Welcome to the Jungle. Je pensais que c'était ta nouvelle, c'est pour ça que je l'avais pas. Ah, ben, regarde, on va en parler pareil. Ouais. Écoute, ben, je vais en parler. Dans le fond, il y a une bande-annonce qui est sortie pendant nos vacances forcées. Jumanji, Welcome to the Jungle, comprenant Kevin Hart, Jack Black et The Rock. C'est un film qui se veut partie de l'univers de Jumanji. Ouais, c'est Jumanji, ça. à la base, c'est un jeu de société. Et dans la nouvelle version, c'est un jeu vidéo. Ouais. Et dans le fond, c'est 4 jeunes qui vont aller jouer à la console. Et ils vont se ramasser dans des corps qui ne sont pas le leur. Et ils vont se ramasser dans la jungle De Jumanji. de Jumanji. Mais ça a l'air... Avec Jack Black, The Rock, Kevin Hart et Gillen. Dans le fond, la chicks de service, elle, en plus, elle devient Jack Black. Fait qu'elle comprend pas ce qui se passe. Mais écoute, j'attendais vraiment ce film-là avec impatience. Puis on connaissait rien du scénario. Puis quand j'ai su que c'était des jeunes qui étaient dans le corps de d'autres, puis que là, ça se passe juste dans la jungle. Ça c'était pas. Ben, comme je parlais tantôt, dès qu'ils ont parlé du projet puis de tout ça, il s'est fait ramasser le film parce qu'il se disait comme la suite, mais en même temps, ça n'a aucun lien avec. Non, c'est ça, c'est pas assumé.
Je sais pas, pour vrai, écoute. La bande-annonce, j'ai trouvé intéressante. J'ai trouvé. Rythmée, là. Rythmée, voilà. Puis avec une grande brochette d'acteurs. The Rock, Kevin Hart, puis Jack Black, c'est 3 acteurs que j'aime beaucoup. Ouais. Killian Jean est très belle. Dire si j'ai trouvé son nom, là, mais c'est pas comme ça qu'elle se prononce. Ok, ça, c'est la demoiselle dans les 4, là. Ouais. Ok, c'est ça, je la connaissais pas. Elle joue dans. Elle joue dans Gardien Galaxy. Pour rien? C'est elle qui fait Nebula. For real? Ok, c'est Nebula sans Mohawk puis sans face bleue. Voilà. Ah, ok, ok. Voilà, c'est elle. C'est pas mal les plus gros films qu'elle a fait, là. Ben, sûrement qu'elle est au début de sa carrière. Ouais, mais en tout cas, elle aussi, je veux dire, elle est très bonne dans Nebula, puis là, elle fait comme la chick de service, mais je veux dire, le film est intéressant, mais je pense qu'il va falloir le voir pas comme une suite de Jumanji, mais comme un film à part entière. Ouais, peut-être dans l'univers de Jumanji. Ouais, parce que ça fait rager les fans, puis je peux comprendre, j'en ai parlé tantôt, je reviendrai pas sur le Je dossier. comprends pas qu'ils ont pas ragé sur Jurassic World, en tout cas. Ah, Jurassic World. Bref. On va être dans la zone de cinéma, je crois. Ouais, c'est ça, on va parler de la zone de cinéma. Et dans le fond, la zone de cinéma, cette semaine, va consister que Mathieu et moi, on va parler des actualités, mais uniquement de super-héros. Il y en a tellement eu. Il y en a tellement eu! Voilà. On se voit dans la zone de cinéma. Voilà. Hey Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon. Mais c'est quoi Patreon? Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer. Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel. Alors, je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon. Le lien est sur notre page Facebook. Wouhou! Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est de retour dans la zone de cinéma. Et cette semaine, c'est le Comic-Con de San Diego. Et on s'est dit, on n'a pas assez de nouvelles parce que, voyons, on n'a jamais trop de nouvelles. Et cette semaine, vu que c'est le Comic-Con, ben, on vous lance toutes les nouvelles de super-héros dans ce bloc-là. Voilà. Et Mathieu, je te donne l'honneur de lancer le bal. Oui, donc je lance le bal en parlant de tout ce qui est CW. Je vais régler ça tout de suite parce que t'es pas quelqu'un qui suit ça encore, malheureusement. Mais toi, t'es là pour voilà, l'intérêt de nos auditeurs. Voilà, je suis un fier représentant, même s'il manque Supergirl à mon actif. J'écoute toutes les séries actuellement de CW. Je suis bientôt tenté d'écouter Supergirl. Là, mais t'as pas écouté Riverdale encore? Hein? Non. C'est CW? Ah, je sais bien, mais je parle de super-héros là. Ah ouais, voilà. Bref, ils ont sorti une bande-annonce de chaque série pour la prochaine saison. Donc, saison 6 de Arrow, saison 4 de Flash, saison 3 de Legend of Tomorrow, Gotham, saison 4. Ça, je l'ajoute dedans, même si c'est Fox, mais c'est juste pour comment englober le tout. Ouais. Donc, c'est les séries principales super-héroïques qu'ils ont annoncé. Dans le fond, ils ont mis comme chaque année, la bande-annonce, comment ça fonctionne, c'est que la moitié de la bande-annonce, ça résume tout ce qui s'est passé, tous les éléments des précédentes saisons, puis après l'autre moitié, ça ajoute des éléments. Donc c'est le cas de chaque. Ça nous laisse beaucoup dans le flou, mais on voit beaucoup d'éléments qui nous laissent sur notre fin, dans le sens que si je peux commencer avec Arrow, qui est la plus vieille des séries, dans ce que j'ai nommé. Qui a lancé le bal, en fait. Ouais, qui a lancé le bal, voilà. Donc on voit beaucoup d'éléments, on voit beaucoup d'images de Deathstroke, qui est joué par Manu Bennett, qui a fait un très bon Deathstroke, qui a été marquant pour cette série-là. Il avait disparu après la saison 2, et tous les fans le réclamaient depuis longtemps, et à la fin de la saison 5, il est revenu, et là tout le monde voulait qu'il continue la série, alors on le voit dans la bande-annonce qu'il revient, et qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont croiser avec Arrow. On voit que l'univers est toujours aussi sombre. On n'a pas d'éléments sur le nouveau méchant, mais on voit que que sa ville redevient encore chaotique, il y a quelque chose qui se passe, que ces personnages, il y a comme une distance qui se fait encore. Donc, intéressant, beaucoup d'action. Je dirais qu'il n'y a pas tant de gros éléments qui sont sortis de cette bande-annonce-là, outre Deathstroke qu'on voit vraiment. Côté Flash, même principe, la moitié de la première annonce, ça introduit tout ça. Et on voit, dans le fond, ce qui se passe, dans le sens qu'à la fin de la saison, Flash, je vais spoiler, mais en tout cas, pour ceux qui suivent, je vais spoiler, de toute façon, on va spoiler, bref. Parce que vous devez suivre, bref. À la fin de la saison, Flash se sacrifie, et donc il n'est plus là. Et la nouvelle saison commence sans Flash. Et là, il essaie de gérer la ville sans lui. Et là, il y a un nouveau méchant, une espèce de samouraï qui se bat avec des katanas. Et là, quitte Flash et la team va se battre contre. Et là, tu vois qu'ils ont de la misère à gérer la ville. On voit que, comme sans Flash, il y a un déséquilibre qui se fait. Et à la fin de l'annonce, on voit juste qu'il y a comme il y a un canon qui tire un laser, puis il y a comme un Flash qui court
avec l'électricité, puis on voit pas vraiment c'est qui, puis il est en train de revenir, puis c'est comme... C'est pour montrer que Flash revient, là, tu sais. Ok. Donc, ça, c'est les maps pour Flash. Legend of Tomorrow, c'est une des séries les plus, que j'attendais le plus, puis c'est une des ceux qui se démarquent le plus. Son truc a l'air aussi déjanté que les autres. Dans le fond, c'est le principe, c'est que c'est des voyageurs dans le temps. Donc là, c'est qu'ils ont déséquilibré le temps. Donc, ils sont comme. La dernière saison, ils finissaient qu'ils étaient comme à LA, puis il y a des dinosaures partout, puis il y a genre la Tour Eiffel, puis tout ça, c'est tout déréglé. Et là, ben. Ils doivent réussir à remonter dans l'histoire pour trouver où ça s'est pété, pour restructurer l'histoire. Encore une fois, on ne voit pas c'est qui vraiment le méchant, mais il a annoncé le retour de plusieurs méchants qui ont déjà été présents dans les séries de Arrow, Flash et Legend of Tomorrow, dont celui qui fait Damien Dark. Je sais l'acteur qui fait le personnage de Damien Dark, qui était le méchant de saison 4 d'Arrow, qui était le méchant de la précédente saison, va revenir, Ra's al Ghul, tout ça. Donc ça a l'air encore aussi intéressant. Il y a encore beaucoup de références historiques ou cinématographiques dans la série, ils sont forts pour ça. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres encore. Donc, très intéressant. Finalement, mon tour d'horizon se termine avec Gotham. En fait, non, j'en ai une autre aussi, je mentionné, Lucifer. Donc, je vais faire Gotham et Lucifer qui sont dans la même chaîne, en fait. Là. Donc, Gotham, c'est une série qui avait mal parti à l'époque et qui avait eu beaucoup d'attentes, comme Krypton en ce moment. Et là, la hype est à un niveau assez élevé. Tout le monde a hâte d'avoir une nouvelle saison. Et on s'approche de plus en plus du fait que Bruce Wayne devient Batman. Attention, spoiler alert, Bruce Wayne est Batman. Maintenant, vous ne dormirez pas de la nuit. Et là, dans la précédente saison, à la fin, ça monte encore en coche dans le sens que là, on a acheté un autre des plus grands méchants de Batman dans l'univers, qui était Ra's al Ghul. Et là, ça a poussé encore plus Bruce Wayne à devenir un justicier. Et là, la nouvelle saison, on voit qu'il embrasse plus son côté encore super-héros et que les autres personnages aussi évoluent dans le sens que, tranquillement, la structure de l'univers de Batman se fait. Selina Kyle est en train de devenir Catwoman, le Penguin est en train de prendre le pouvoir en ville, de gérer la ville, tout ça. Et ainsi de suite. Jim Gordon est en train de monter en échelon encore dans la police, tout ça. Donc, on voit que c'est peut-être, je sais pas si ça va être une progression, là. Il y a une progression, et je sais pas si ça va être la dernière saison, c'est pas encore annoncé, mais je sais qu'il voulait pas faire tant de saisons ça, il voulait juste faire une boucle pour que du début à la fin, de la fois, c'est l'évolution de Bruce Wayne, puis qu'à la fin, il devient Batman. Donc, on est proche de ça. Donc, d'après moi, c'est peut-être la dernière ou une avant-dernière saison, mais le but, c'est d'atteindre le fait qu'on rejoint l'univers de Batman. Donc, même s'ils l'ont beaucoup retravaillé dans cette série-là. Mais le jeune, il commence à être grand, il commence à être cut ou... Il est pas cut, mais il commence à être grand. Dans la série, il s'est entraîné beaucoup. Mais il est pas cut comme à Christian Bale ou à Ben Affleck. Là. Non, c'est ça. Mais c'est comme un Batman plus jeune, plus mince. C'est une version alternative, moi je le vois comme ça. Et autre série que j'attends avec impatience, que j'ai découvert l'année passée, qui est Lucifer, la saison 3 qui va commencer cet automne. Il a sorti la bande-annonce. Écoute, je pense que c'est une des meilleures bandes-annonces que j'ai vu du Comic-Con. Ok. Elle est vraiment fun, parce que la fin de la saison 2, elle nous laisse tellement sur un... perplexe, ça nous laisse tellement comme oh my god, mais c'est un high là. un high. Et là, ça commence, puis t'essaies de suivre la bande-annonce, mais il y a tellement d'incohérence dans les éléments que tu vois que tu comprends pas. Là, t'es comme, il y a quelque chose qui marche pas là. Ouais, c'est ça se suit pas. On dirait qu'il y a comme. Dans la bande-annonce, c'est comme dans le présent, dans le passé, dans le futur, ça s'entrecroise, c'est vraiment mêlé, mais tous les éléments qu'on voit, ça nous porte à, tu sais, on veut voir ce qui se passe. Et il y a des rumeurs qui disent il est supposé que là officiellement Dieu va être dans la série parce que Lucifer c'est Lucifer. Ouais. Bon. Et donc espérer que ça va être un des personnages principaux de la nouvelle saison. Ça va être Morgan Freeman. Ça serait épique, mais non, c'est pas Morgan Freeman. Mais tout ça pour dire qu'ils n'ont pas dévoilé dans la balance, ce qui est intéressant parce qu'ils nous gardent le suspense comme il avait fait pour la mère de Lucifer dans la saison 2. Ouais. Parce que oui, Lucifer a une mère. C'est une, je vous dis, si vous voulez voir une balance au moins une, celle-là, c'est elle qui se marque le plus. Cette série-là, ça fait longtemps que t'en parles, puis ça fait longtemps que je vais l'écouter. Faut vraiment que je pense. Tonight is the night. Ouais, texte-moi le chez nous. Ok? Tonight is the night. Faut que je pense. Je pense que j'ai en plus la saison 1 sur un disque dur. Ah, bon, tu vois. Voilà. Bref, est-ce que tu avais autre chose à dire? Pour tout ce qui est CW série, je m'en suis occupé. Pour ce qui est sorti, j'ai pas vu, à moins que ça s'est passé outre mon radar, j'ai pas vu une bande-annonce pour la nouvelle série d'Agent of Shield, la nouvelle saison de C'est vrai, hein? Elle je- est annoncée en plus. Ouais, elle est annoncée. Inhumaine, qu'on peut parler aussi brièvement. Ils ont sorti une nouvelle bande-annonce avec beaucoup plus d'éléments. Ah, ça me parle pas en tout. Ça te parle pas pantoute, Inhumaine? Pas en tout, ça me fait suivre. Je pense probablement que si ça aurait été un film comme c'était supposé à la base, j'aurais eu plus d'intérêt. Ouais, mais t'as vu, on fait un show, on fait Inhumaine ou Spider-Man? Puis on fait Spider-Man. En tout cas, avoir le choix. Ah ouais? On en parlera une autre fois. Et je sens que t'as de quoi, là, je le sens. Là. Mais bref, moi, la balance, le teaser m'avait pas trop donné goût de voir la série, parce que je connais quand même les Inhumaines. Et là, la bande-annonce, sérieusement,
trouve que ça a l'air. Elle m'a donné plus le goût. Je suis encore sceptique, mais il reste qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants, fidèles au comique, et aussi de l'univers qu'on voit, là. Je trouve que ça a l'air cheap un peu. Ça donne l'impression un peu, mais... Parce que je trouve qu'on dirait que c'est trop gros pour être dans une série. C'est con, hein? Ouais. Mais ce que j'ai vu à date, c'est intéressant, surtout que le personnage principal, la flèche noire, c'est pas l'air d'être bien utilisé, dans le sens que sa voix elle peut tout détruire, donc à un moment donné, il fait genre non, puis là, les autos revolent, donc je trouve ça cool. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, je suis content, puis c'est toujours bizarre de voir. Excuse-moi, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais il faisait un des trous de cul dans Game of Thrones, Rose Bolton. Et en fait, il clone dans une série historique. Et là, là-dedans, il fait encore un méchant, parce qu'il est rendu qu'il est officiellement un acteur qui fait des méchants. Là. Ouais. Il a la gueule pour. Et là-dedans, je le trouve intéressant de le voir. Il me fait penser à Loki. Ouais, c'est pas le premier qui me dit ça. Il me fait penser à Loki, le look, la personnalité, tout ça. À un moment donné, à la fin qu'il est assis sur le trône, là, ça me fait penser à Loki. Bref, je vais te laisser relancer sur tout ce qui est autre que série. Là, on va y aller chacun notre tour, encore une fois. Ouais. Dans le fond, on a eu la première image de Captain Marvel. Bro, Notre Wonder Woman! Oui, on a en fait le premier rôle féminin de l'univers Marvel. Pas premier rôle en soi, mais le premier film. Faut pas oublier Scarlett Johansson. Oh ouais, non, c'est ça. Mais le premier film qui est une femme. Vu que DC les avait devancés. Captain Marvel, son costume est quand même très fidèle au costume de base. Le film, ce qui est intéressant, c'est qu'il va se passer avant Iron Man. Et Nick Fury est annoncé au casting. Ouais. Et il a ses deux yeux. C'est ça, j'allais dire, il va avoir ses deux yeux. On sait peu du projet. Ça se passe dans les années 90. Ouais. Alors, Captain Marvel, je sais pas si c'est censé être connu de l'univers actuel. Là, si on parle de l'univers, ils sont conscients de son existence. Ben, il y a un débat à savoir si ça va être bien introduit, parce que là, si elle était là depuis tout le début, pourquoi elle n'est pas venue aider l'Avenger, tu sais? Ouais, c'est ça. Ben, ils vont trouver une raison. Ils ont parlé de l'intrigue du film, je sais pas si tu veux en parler, là. Non, mais je connais pas l'intrigue, donc je vais te laisser y aller. Ben, la fois, l'intrigue va tourner autour de la guerre entre les Kree et les Skrulls. Okay. Donc, deux des plus grosses races extraterrestres de l'univers. Les Kree ont été introduits dans le premier Gardien Galaxy, dont le méchant du film des Gardiens Galaxy, il était bleu avec un marteau. Là. Ouais. C'est un Kree. Donc, c'est deux races qui, eux, dans le fond, c'est des conquérants. Ils conquérir les galaxies. Ils ont chacun des habiletés. Captain Marvel existe parce qu'elle est en contact avec l'ADN de Kree qui va lui donner des pouvoirs. Et les Skrulls sont très reconnus parce qu'il y a une des plus grosses périodes des comics intéressantes de l'univers de Marvel, c'est Secret War et c'est Secret Invasion. Et c'est quand les Skrulls vont... Parce que leur pouvoir des Skrulls, c'est qu'ils peuvent changer d'apparence. Donc, ils s'infiltrent sur Terre pour prendre l'apparence des gens importants et contrôler la Terre. Et ils sont capables de copier certaines capacités. Donc, ils peuvent copier Monsieur Fantastique, Torche Humaine, Captain Marvel, ainsi de suite. Donc, ils vont s'infiltrer, ça va faire un événement très intéressant. Et là, ça va tourner autour de ça, la guerre entre ces deux races-là qui vont s'affronter. Et on n'a pas encore eu la chance de voir les Skrulls dans l'univers de Marvel, de l'univers cinématographique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font partie d'une zone grise, parce qu'ils appartiennent à Paramount Pictures, parce que c'est eux qui ont les 4 Fantastiques. Mm-hmm. Et ils ont, je sais pas, ils ont pas expliqué pourquoi, mais ils ont eu le droit de les utiliser. Donc, sûrement qu'ils ont fait une autre entente avec des deals qui sont pas tout annoncés, comme avec Ego. Ouais, Ego, voilà, c'était un autre deal qui a eu lieu. Donc, j'ai l'impression que tranquillement, les 4 Fantastiques vont tout perdre, fait qu'ils vont finalement par les donner. Ben là, ils ont annoncé un film pour les jeunes, là, les 4 Fantastiques. Ouais, sur les enfants des 4 Fantastiques. Ouais, en tout cas. Bref, Captain Marvel, je suis down. Ouais, moi aussi, je suis down. Bref, tu veux-tu parler de Stranger Things ou je vais? Je te laisse Stranger Things. Ok, Stranger Things, la saison 2 est annoncée fait un moment, on le savait. Il y a eu une première teaser il y a peu longtemps. Là, on a eu une vraie bonne annonce. Ça a l'air fou raide, ça a l'air malade. Là, je fais mon fanboy intense, ça a l'air complètement démentiel. J'ai absolument très hâte. La bande-annonce en donne en haleine. En plus, j'étais en train de regarder la bande-annonce avec un de mes chums, puis j'entendais la voix qui parle dans la bande-annonce, puis je l'ai déjà entendu qu'elle passe cette voix-là. Puis j'entends le début de trailer. Je fais c'est le gars qui parle au début du vidéoclip de trailer. Et t'entends des fait que la chanson, c'est le trailer qui joue en arrière. Il y a des références sur plein d'affaires des années 80, comme on va parler de Ghostbusters, des arcades qu'il y avait à l'époque. Écoute, ça a l'air ça a l'air malade. J'ai vraiment hâte d'écouter la nouvelle saison. Mais ça a l'air très dark. Et j'ai l'impression qu'il y a un budget vraiment beaucoup plus conséquent aussi. Au niveau des visuels, là, ça a l'air vraiment spectaculaire. Netflix, quand leur projet marche, ils boostent. Oh oui, ben c'est sûr. Je pense que c'est probablement une des séries les plus populaires. Mais des fois, ils se plantent, là, comme avec Marco Polo. Ils ont doublé genre le budget. Puis ça... Ouais, et l'autre série que j'ai commencé, j'ai trouvé ça terriblement poche. J'ai juste écouté 2 épisodes. Je trouvais ça méritait même pas de mention. C'est Friends with
des amis du collège, c'est ça en français. Là. Et c'est une série de situations, mais c'est tellement plate que j'ai arrêté après 2 épisodes. Thor Ragnarok a sorti une nouvelle bande-annonce. Oh my fucking god. Écoute, tu enlèves les mots de la bouche. C'est un des films que j'attends le plus avec impatience de super-héros. J'avais déjà plus hâte à Thor qu'à Spider-Man pareil. Je sais pas toi, là. Ouais, j'avais plus hâte à Thor, surtout que c'est Thor avec Hulk va être présent dans le film. Ouais. Avec beaucoup de références de Planète Hulk, on a déjà parlé, tout ça. Et là, la bande-annonce augmente la hype, écoute, beaucoup d'éléments. On voit les combats, l'univers, ce qui se passe. Thor qui son marteau éclate. On voit encore plus Helga vraiment dominer, détruire Asgard. Vraiment beaucoup d'explosions. On voit Bruce Banner. Si on l'avait pas encore vu dans la bande-annonce. Mais là, c'est carrément le personnage secondaire. Là. Il est pas juste là de passage. Là. Il est là tout le long du film. Il est là, genre, puis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il y a un très bon gag dans la bande-annonce. Marvel en fait tout le temps. Fait, on s'est battu, ouais, qui a gagné? Ben, c'est moi, là. Thor, il dit c'est moi, là. Ah ouais, il fait. Puis tu vois dans la bande-annonce que Thor, il mange une méchante volée. Il s'est pété la gueule. Comme, ça prouve que Thor, il a un ego assez surdimensionné, là. Ouais. Et ils ont fait je pensais pas qu'il allait faire cette erreur-là, mais j'ai rien spoilé, je vous dirai pas, là, mais à la fin de la bande-annonce, ils ont fait comme pour Batman vs Superman, ils nous ont spoilé le méchant. Ouais, ça c'est plate. Tu sais, puis pourtant, ça a bien passé pour Thor, les gens ont... J'ai le fait, c'est sur le coup, j'ai pas catché. Sur le coup, j'ai pas catché. Hein? C'est comme, tu sais, dans Doctor Strange, il y avait Dormammu. Ouais. Ben écoute, on savait pas qu'elle allait être là. Il était pas annoncé, là. En tout cas. Mais je veux pas spoiler pour pas vous soyez déçus, là, mais écoutez la bande-annonce, mais arrêtez genre à 15 secondes de la fin si je veux pas vous faire spoiler, mais moi j'ai trouvé cool le design là, du méchant, je savais c'était qui le méchant parce qu'il était annoncé tout ça. Mais Hulk qui est assis puis qui jase, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'univers actuel. Là. Ben, les gens étaient très surpris parce qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il parle, mais à quelques reprises dans les films, il a parlé des courtes phrases, genre Hulk Smash ou Petit Dieu dans Avenger. Là. Mais je pense qu'on va voir une vraie évolution à Hulk. Là. Parce que dans les comics, Hulk a sa propre personnalité puis il parle tout ça. Ouais. Et toujours dans tous les films, c'est toujours la même personne qui fait la voix, c'est Lou Ferrigno, le Hulk des années 80-90. C'est lui qui fait la voix même actuelle? C'est toujours lui qui fait la voix actuelle, puis il a même fait des caméos dans l'univers. Oui, je me rappelle du premier avec Edward Norton, c'était l'agent de sécurité. Ouais, c'est l'agent de sécurité. C'est cool, c'est des petits caméos de même. Mais il est reconnu pour ça, et là, il va avoir plus. Il avait annoncé qu'il allait plus parler, et là, c'est une belle surprise. Je vais aller avec une autre bande-annonce. Justice League, on a eu une nouvelle Justice League. Ouais, ok. Moi, j'étais pas chaud. La première bande-annonce m'avait même pas convaincu. Celle-ci me semble beaucoup plus prometteur, plus coloré, plus vivant. Il a l'air d'avoir des enjeux. Oui, le CGI prend beaucoup de place dans la bande-annonce, on se le cachera pas. Là. Ouais. Surtout avec toute la rumeur qu'il y a eu sur le fait que Ben Affleck quitterait son rôle après. Ça fait capoter, là. C'est pas il dit qu'il va continuer, mais. Il semble que le studio Warner n'est plus sûr de vouloir le garder parce qu'ils veulent faire une trilogie de The Batman. Parce que oui, c'est officiel, ça va s'appeler The Batman. Ils sont pas sûrs parce que Ben Affleck est vieux. Mais Ben Affleck a dit que lui, il continuerait aussi longtemps que le studio va vouloir de lui. Puis que lui, il dit que c'est un des rôles les plus cool qu'il a eu de sa vie. Ça serait dommage. Ce serait un mauvais coup un mauvais move de Warner. De Warner de l'enlever parce que ça scraperait l'univers qui est déjà en train de se construire. Ben ouais, c'est ça, mais je trouve ça spécial. Ils l'ont engagé en conséquence, qu'ils savaient qu'il était plus jeune. Ouais. En tout cas. Bref, la bande-annonce est sortie. On a eu le droit à une vraie bande-annonce. Beaucoup plus d'éléments. On voit le méchant d'ailleurs. Ouais, on voit le méchant. On voit aussi toute l'étendue des pouvoirs qu'ils vont avoir entre les cinq. Comme Flash, on le voit vraiment dans l'action, pas seulement. Il court pis tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a un super bon gag à la fin de la bande-annonce. C'est quand, tu sais, il y a des super-héros, des fois, ils ont tendance à juste disparaître quand un personnage en face, deux parle, se retourne, puis ils ont tous disparu. Puis là, Flash, il est là, il regarde autour, il y a comme plus personne. Je pense qu'il fallait que je m'en aille. J'ai aimé aussi où on a vu plus Jim Gordon, joué par J.K. Simmons, qui est un très bon acteur. Et là, je trouve qu'il y a une belle ressemblance avec les comics. Ouais, lui, je trouve que ça. Mais le problème de DC actuellement, c'est pas le choix de casting. Ils sont tous super bien castés. Peut-être Flash que je suis pas tout à fait sûr, mais je vais voir. Peut-être que je vais être content finalement dans le film. Mais Aquaman avec Jason Momoa, ça fit. Batman, Ben Affleck, ça fit. Henry Cavill, ça fit. À la fin de la bande-annonce, il y a un autre élément aussi intriguant. Ils nous ont laissé sur notre intrigue. T'as Alfred qui est dans la Batcave, puis il fait je savais que vous arriviez. Oui, Batman me l'avait dit. On s'entend. On voit pas c'est qui. On voit juste un peu de rouge. Puis. On voit du rouge? Parce que j'ai vu une théorie sur Facebook disant que ça se peut que ce soit Green Lantern. Ouais, je l'ai vu, mais on voit juste un coin de rouge.
Ah, c'est clairement Superman. Mais ça a l'air qu'il faudrait que je réécoute la bande-annonce. Apparemment qu'il y a un élément vert fluo qui apparaît en dessous le vaisseau de Batman. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Je l'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de vraiment le regarder, mais ça sert. Ben, il est censé être en caméo dans le. Ouais. Ben, Green Lantern Corps, ça a été officiellement annoncé. Ouais. D'ailleurs, parenthèse, je pense pas qu'il va dans les news, mais ils ont sorti le titre du film de Flash. Ouais, Flash. C'est Flashpoint. Vas-y, ça va être Flashpoint, dans le fond. Ouais, c'est une série de comics de Flash. C'est une des plus grosses événements des comics récents de DC. C'est celle qui est basée sur l'univers de New 52, qui était la tout récente, et maintenant de Rebirth. Les deux sont basés sur ces événements-là. Dans le fond, c'est faire un résumé rapide. Dans Flashpoint, dans le fond, on suit. C'est sur Flash, et Flash, c'est Barry Allen, le plus connu des Flash. Et son rêve, c'est toujours de récupérer ses parents. Et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il était jeune, sa mère était assassinée devant lui, et son père était mis en prison pour ce meurtre-là, mais il était innocent. Et là, il est capable de vivre avec ça, fait qu'il décide de reculer le temps, puis de sauver sa mère. Fait que ça change toute l'histoire, fait qu'il y a ses parents, tout ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'il n'a pas ses pouvoirs, mais ça aurait pu s'arrêter là, mais non, ça fait l'effet papillon. Tout l'univers complet d'ici va changer. Okay. Mettons, pour Batman, après c'est ça, Thomas Wayne et Martha Wayne qui se font descendre dans la ruelle, mais c'est Bruce Wayne qui se fait descendre. Fait que Thomas Wayne, il saute sur le client, il le tue, puis ça rend fou Martha Wayne. Fait que lui devient Batman, puis elle devient le Joker. Ok, ouais. Superman, à la place de se cracher au Kansas, il se crache en plein milieu de Metropolis, puis il est capturé par l'Alex Corp. Comment ils vont faire ça? Fait qu'il est enfermé dans une queue, puis Superman il est comme enfermé, comme prisonnier, personne ne sait c'est qui. Green Lantern, Hal Jordan, il tombe pas sur le vaisseau extraterrestre parce qu'il se crache au Mexique, puis c'est le gouvernement américain qui le récupère, fait qu'il n'y a pas de Green Lantern. Ouais, bref, tout est en l'envers. Il reste un dernier élément, je l'ai mentionné, c'est que vu que tout ça sont pas là, il reste deux super-héros que eux, ils restent dans l'univers, c'est Aquaman et Wonder Woman qui restent les deux plus puissants. Et ce qui arrive, c'est qu'ils décident de faire une alliance, ils sont obligés de se marier entre eux. Wonder Woman, elle aime Aquaman et pas Aquaman, parce que lui, il sort avec Mera. Et là, leur mariage marche pas, finalement, à un moment donné, l'histoire commence que Wonder Woman a tué Mera. Ce qui fait en sorte que ça crée une guerre mondiale entre les Atlantes et les Amazones. Okay. C'est là que le Flashpoint commence, c'est là il réalise toute la merde qu'il a faite. Fait que là, il doit réunir la Justice League pour empêcher ça d'arriver. Mais ils vont faire ça comment en film? Je sais pas. Tous les super-héros que j'ai nommés là, sont dans les films à date, là, mais... oui, non, mais je sais, mais là, c'est un film sur le Flash. Ils ont fait ça dans la série. La dernière saison, les deux premiers épisodes, c'était sur Flashpoint. Ils ont fait ça assez simple, mais ça a marché quand même bien. Je veux dire, il a reculé dans le temps, il sauvait sa famille. Ils vont peut-être juste prendre le concept. Ben, ce qu'il avait fait dans la série, très simplement, c'est qu'il avait reculé le temps, il avait sauvé sa famille, il avait gardé ses pouvoirs, mais il s'en savait plus parce qu'il voulait une vie normale, et il avait enfermé son ennemi juré, qui est le Reverse Flash, dans une cellule. Et là, plus que ça avançait, plus que ça venait, il y avait de plus en plus de malheurs qui arrivaient dans sa vie, ses amis mouraient, tout ça, fait que là, il en a réalisé que c'était pas une bonne chose, fait qu'il est revenu dans le présent, mais il était plus capable, fait qu'il a dû libérer son ennemi juré pour qu'il le ramène dans le présent. Et dans les Flashpoint aussi, l'ennemi ultime, c'est le Reverse Flash aussi, parce que c'est lui qui va avoir causé ça, il va l'avoir poussé à faire ça. Et bref. Ça t'en dévoile beaucoup, là. C'est le comique, hein. Le film, ils ont juste dit le titre. Ils ont pas dit comment ça va se dérouler, le scénario, rien, mais. Je sais pas comment ils vont faire ça, mais dans la série. Ouais. Bref, je vais aller aussi avec l'autre nouvelle. Tu t'embarqueras avec moi sur celle-là. The Defender, on a eu une nouvelle bande-annonce. T'as-tu vu le teaser pour la bande-annonce? C'est Stanley qui est assis dans un véhicule et qui parle le fait de. Il traverse le kitchen en char. Ouais, je trouve ça cool. Mais bref, la bande-annonce de Defender, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, malade. Ah ouais, écoute, c'est quoi? Ça sort le 20 août, 21? 21 août, il me semble, ouais. J'ai hâte, ça, je vais tellement le binge-watcher. Oh écoute, mon dieu. La série à la fois, c'est les Avengers de la TV, puis écoute, les éléments qu'on voit, les scènes de combat, l'action, le côté très épuré, très sombre. On dirait que chaque personnage est bien représenté. On voit peu la méchante, ce qui est particulier. On voit peu d'éléments sur elle, qui joue par une grande actrice, Sigourney Weaver. Et ils ont sorti un petit extrait après, peu de temps après la bande-annonce. Oui. Elle est assise sur un banc de parc en train de nourrir des canards, là, des oiseaux. Puis t'as Mme Gao qui arrive, puis elle est assise à côté, puis commence à parler, puis elle a la réprimande de Mme Gao. Puis Mme Gao a comme peur, genre. Puis tu sais, dans les séries, elle a jamais eu peur, Mme Gao. Fait que là. Elle a peur, là. Mais je pensais, c'est pas ça, je pensais que t'allais parler. À la fin de la bande-annonce, t'as John Bertrial qui arrive avec son shotgun, habillé en Punisher avec son logo. Bon, il y a le temps que je m'en occupe. Ça finit de mal comme. Ouais. Il était officiellement annoncé qu'il allait être dans les Defenders dans la série. Ouais, c'est ça, mais il va peut-être avoir un petit rôle. Là. Sûrement en support, là, mais. Probablement aussi pour aider le lancement de. C'est bien parce que je veux dire. C'est un personnage qui est très apprécié, puis il a fait une bonne impression dans les vols, et tout le monde espère qu'il soit dans le Defender, et c'est confirmé. C'est dans cool. le Defender. Un film sur Doctor Doom, t'es-tu down?
Fox, je sais pas ce qui leur arrive. Je parlais tantôt de Paramount Picture, mais en fait, c'est Fox qui ont le contrôle de 4 Fantastiques. Excusez-moi de mon erreur de tantôt. Je sais pas ce que Fox ont dans la tête avec les 4 Fantastiques. C'est une série de super-héros qui ont des malheurs parce qu'ils n'arrivent jamais à faire un bon film. Même si les 2 films qu'ils avaient fait, j'avais quand même aimé le premier. Là. Avec les acteurs, je trouvais qu'ils fitaient. Mais là, ils veulent faire un film sur Doctor Doom puis un film sur les enfants des 4 Fantastiques. Et là, Asparagus, c'est vraiment en préparation. C'est pas juste une dent d'air, c'est vraiment en production. Ils veulent faire un film sur Doctor Doom, mais d'une façon qui c'est comme un anti-héros, un peu à la Deadpool. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. C'est un des plus grands méchants de l'univers de Marvel et il y a une grosse histoire là de lui. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis sceptique de vouloir faire ça. C'est un peu comme Venom. C'est comme dans la façon de vouloir comme se démarquer des films actuels. C'est de faire des films qu'on s'entend pas à voir. Donc, toi, tu ressens quelque chose... Ben écoute, Doctor Doom à la base, c'est pas besoin nécessairement d'avoir les 4 fantastiques avec lui. Le personnage a de l'intérêt à lui-même tout seul. Et il y a un potentiel, là, je suis pas contre. Mais j'ai tellement l'impression que c'est tellement juste pour garder les droits le plus possible sur la franchise des 4 fantastiques qui font tout pour que ça dérape. T'sais. Ouais. Bref, je suis pas sûr, je suis pas convaincu, mais on verra. Ouais, on verra. Écoute, Et on va finir avec la dernière nouvelle. Ok, vas-y. La bande-annonce de Infinity War de Avengers est sortie. Ouais. Elle a leaké, là. Ben, c'est un leak. C'est pas officiellement qui est sorti, mais c'est un Ouais, leak. c'est pas officiellement. Non, c'est vrai. J'ai mal exprimé. Elle a été filmée dans la salle, justement, de la diffusion. Malheureusement, on vous le dira pas au début, parce que le début spoil la fin de Thor 3. J'ai une autre nouvelle après qu'on a oublié, mais continue. Ouais, ok, c'est bon, excuse-moi. Et dans le fond, on voit enfin la bande-annonce de ce film-là, c'est qu'il se veut comme le plus gros film de Marvel et un des films qui va probablement coûter le plus cher. Ça se voit comme un part 1 non assumé un peu, là. Ben, au début, ils disaient que c'était un part 1, puis après, ils ont corrigé le tir en disant que c'était pas un part 1. Ouais, et puis le prochain Avenger qui sort comme l'année suivante va avoir un titre différent. Ouais. Mais on voit Spider-Man, Ant-Man, pas Ant-Man, au contraire, on le voit pas. Doctor Strange. Doctor Strange, on voit Les Gardiens de la Galaxie. Black Panther, The Winter Soldier. Iron Man, Captain America, mais qui est avec pas. une barbe. Qui est pas. Selon ce que j'ai lu, c'est nomade. Mais c'est comme il quelqu'un il est comme dans les comics à un moment donné, il arrête d'être Captain America puis il devient nomade. Dans le fond, il n'y a pas de bouclier, puis il y a comme plus de. Il y a plus de plus précis là, qui se promène, puis là tu vois il est comme un costume plus foncé, plus puré. Ouais. Donc Ça m'intrigue beaucoup. Ouais, Black Widow est rendue blonde. Ouais, ça me fait pas de fuck. Ben, probablement que je sais pas pourquoi. En fait, j'ai pas de raison. Il fait quelque chose, mais en tout cas, la balance donne beaucoup de hype. On voit le méchant Thanos en action. Enfin, il est debout, il marche. Ouais, il est plus hot qu'un casque, hein? Parce que sans un casque, il a l'air un peu bizarre, là. Ouais. Mais il a l'air surpuissant, là. Ouais, avec son gant, là. Mais cette bande-annonce, j'ai hâte qu'elle sorte de façon définitive, une vraie bande-annonce. Hein? Ça tue de la gueule, mon gars! Mon Dieu, que ça va être fou! La seule chose qui. Ben, je comprends pourquoi ils l'ont pas voulu sortir tout de suite, c'est parce que le début de l'annonce, Paul. Thor 3. Voilà, c'est ça. Donc. Ben non, c'est le punch, hein? C'est plate, mais on vous a pas dit tous les éléments parce qu'il y en a probablement d'entre vous qui l'ont pas vu la bande-annonce. Mais ça s'annonce à être un méchant gros film. Faut qu'il soit meilleur qu'Age of Ultron, par exemple. Ouais, ben c'est clair qu'il va être une coche de plus. Là. I hope. Ouais. So, on finit avec ta dernière nouvelle? Ouais, dans le fond, on n'a pas parlé justement de Ant-Man, Ant-Man in the Gaps. Oui, c'est vrai! Il faut pas l'oublier, ils ont annoncé 2 acteurs de plus dans le casting. Oui, Michelle Pfeiffer et Lawrence Fishburne, qui joue aussi dans Superman. Il joue dans l'univers de DC, il fait le rédacteur des planètes. Ouais. C'est weird. Hein? Ouais, puis il avait déjà joué dans Marvel, il avait fait le surfeur d'argent à l'époque dans il fait juste le voice acting. Ouais, il faisait juste la voix évidemment, mais il faisait la voix. Et là je suis surpris parce qu'il est encore avec DC, je veux dire, il est annoncé dans Justice League et tout ça. Ça n'empêche pas un acteur d'aller dans l'autre, mais... C'est spécial, d'habitude il attend d'avoir fini avant d'aller dans l'autre, mais lui, un peu comme le méchant, l'acteur qui fait le Thanos dans Avenger, il va faire un nouveau personnage des X-Men dans... Ouais, ou voyons, comment il s'appelle Michael, celui qui jouait dans Creed avec Rocky. Ouais. Il jouait un des 4 fantastiques. Là, il faisait la torche humaine, puis là, il va faire un des personnages de Black Panthers. Ouais. Ben, donc c'est ça, il va faire Bill Foster. Là, c'est là que je suis surpris qu'ils ont choisi cet acteur-là pour faire Bill Foster, parce que Bill Foster, c'est un super-héros de l'univers de Marvel. C'est Goliath, son nom de super-héros. Je le connais pas pour ben, en gros, Goliath, c'est dans le fond, il prend la technologie de Ant-Man, puis dans le fond, il devient géant.
Puis il se bat comme ça. Donc, c'est son pouvoir. Dans le fond, il va être méchant. Dans le fond. Ben non, c'est un gentil, c'est un super-héros. Ok. C'est un super-héros Ok, qui utilise les mêmes habilités qu'Ant-Man, mais juste pour grandir. Donc, il est grand, puis il se bat. Puis c'est un scientifique aussi. Ouais, moi j'étais sûr qu'Ant-Man ne soit pas affiché comme étant un Avenger. Là. Ouais, ben j'étais surpris. Mais je me suis dit peut-être qu'il va arriver à la fin puis qu'il va être dans le dernier Avenger. Là. Peut-être bien. Et l'autre, c'est, ben, tu as dit Michel. Pfeiffer. Était confirmé comme étant la guêpe. L'original. Ouais, l'original guêpe. Donc, c'était attendu. On s'en doutait qu'elle était pas morte. Non. Parce que dans le film, je sais pas si tu te rappelles, quand Ant-Man réussit à devenir vraiment minuscule, on voit l'ombre de le Waps aussi. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, je m'en rappelle, oui. Bref, c'est un méchant gros casting. Ouais. Moi, j'ai hâte à Ant-Man 2. J'avais vraiment aimé le premier. Mais j'ai l'impression que Marvel l'assume pas totalement encore. Ce qui me fait peur, mais en tout cas, on va voir. Là. Non, on va voir. Mais... Donc, c'est pas les grosses nouvelles qui sont sorties du Comic-Con. Ouais. Des marques vraiment qui se démarquent, là. Le geek, en fin de semaine, a capoté. Il a capoté. Ouais. Bref, là, on va aller parler de la cabane dans le bois. Écoute, faut en parler. Hein. Vraiment hâte d'en parler. Bref, on se retrouve là-bas. Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rajouter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Bon, on est rendu du côté critique. On va parler de la cabane dans les bois. Ouais. Un film que j'avais... On est dans ta cabane, dans ta cour. Ben oui, écoute, j'ai des caméras partout. J'ai des boutons spéciaux puis j'ai une équipe dans mon sous-sol. Non, c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, on parle de la cabane dans les bois, réalisé par M. Drew Goddard. Et M. Drew Goddard a travaillé très fort sur ce projet-là parce que ça a été long avant que ça sorte. Ah oui, annoncé, je pense, en 2010. Ouais. Et ça a sorti 2 ans plus tard pour des problèmes de financement. Il y a beaucoup de studios qui se sont passés le projet. Ouais. Mais finalement, on est venu à bout. Drew Goddard n'a malheureusement pas fait d'autres films par après. Mais il était un scénariste quand même exemplaire. Il a fait beaucoup de films. T'as-tu un souvenir des films qu'il avait? Il était scénariste de... vite, va voir l'affiche, ça vaut le détour. Oui, c'est ça. Ce gars-là, c'est un méga... C'était vraiment pas... Non, c'est des acteurs Montpio. C'était pas de la boîte, là. Non, à la base, c'est un grand scénariste, là. C'est sa première fois comme réalisateur. Ah ouais. Il a écrit Seul sur Mars. World War Z. Il a travaillé sur la série Daredevil. Et la série Lost. Il a fait Cloverfield aussi. Cloverfield, ouais. Fun fact, c'est Matt Reeves qui a réalisé Cloverfield, qui va réaliser les Batman, en tout cas. Ouais. Bref. Mais c'est quelqu'un, je veux dire, c'est sa première tentative en réalisateur, puis il s'est démarqué, là. Mais là, ça fait 2 ans qu'il n'y a rien annoncé de projet ou de quoi. Peut-être qu'il est en train de travailler sur un projet secret qu'on connaît pas. Il a travaillé sur le scénario de Seul sur Mars, qui était un gros film, là. Oh, oui, quand même. Bref, c'est un scénariste avant tout d'être un réalisateur. Dans le fond aussi, ce film-là a été écrit justement aussi par Josh Whedon qui s'occupe des Avengers. Ouais. C'est quand même pas rien. C'est Josh Whedon. La coïncidence, c'est qu'il y a Thor dans le film. Ouais, aussi, probablement des contacts. Puis, en tout cas. Bref, on a comme prochain d'acteurs quand même assez conséquent. On a Kristen Connolly qui va être la Vierge de service. On peut dire ça comme ça? Guillemets, ouais. Qui a joué entre autres dans House of Cards, dans les premières saisons. Ouais. C'est la seule autre place que je l'ai vu. Chris Hemsworth qui est Thor, dans le fond, mais qui est dans le fond le douchebag. Mais qui ne l'est pas réellement, en fait. En tout cas, on reviendra là-dessus. Ouais. Anna Hutchinson, qui elle est la blonde de service. Qui a joué dans Spartacus dans la dernière saison. Ah ouais, ok. Mais elle fait la nounoune, mais dans le fond, dans le film, elle est brillante. En tout cas. Ouais. Et on a Sigourney Weaver, et je vous dis pas quel rôle elle représente, car c'est un spoiler. Et finalement, ton personnage préféré, Frank... Frank Krenz, qui est un acteur que je connais pas avant, je connais pas après. Connu. Mais que ce film-là, il est excellent. Ouais. Et il joue le poteux de service. Le poteux de service. Et il reste un autre acteur, mais c'est le moins important de la gang. C'est le bon gars, là. Ouais, qui se veut aussi le black de service. C'est plate à dire, là, mais c'est ça pareil. Ouais. Le film a été distribué par Lionsgate. Ouais. Ça a été produit par Mutant Enemy, que je ne connais pas. Qui est le fun aussi comme fun fact aussi par rapport à ça, ceux qui ont vu le film vont le savoir et qui ont joué au jeu aussi, parce que oui, il y a le jeu Left 4 Dead a plusieurs créatures dans son univers et ces créatures-là se retrouvent dans le film. Mais c'est juste des clins d'œil. Il n'y a aucune interaction avec les personnages du film, mais on les voit. Très beau clin d'œil.
Par exemple, c'est un film qui a coûté 30 millions. Il a l'air d'en avoir coûté plus que ça visuellement, tellement que c'était impressionnant pour certains moments. Mais il a rapporté seulement le double de son budget, qui veut dire 66 millions,5. C'est pas tant fort, malheureusement, même pour un film d'horreur. C'est ce qui vous fait que le projet s'est tiré. Là. Ouais, c'est ça, des coups qui ont sûrement fucké la patente, on va se dire de même. Là. C'est malheureux parce que c'est un film qui a de gros potentiel qui aurait pu clairement avoir une suite. Ben, Joss Whedon disait qu'il voulait faire une suite. Là, ouais, mais c'est trop le financement, d'après moi, qui va être le problème. Ouais. Ça aurait fallu que ça rapporte plus, mais je trouve que quand c'est sorti, moi, j'étais allé le voir au cinéma, mais il n'y avait pas eu beaucoup de publicité par rapport à ce film-là. Des fois, je trouve que c'est plate parce que des films d'envergure comme ça, c'est dommage quand ça n'a pas de visibilité. Voilà. Bref, on a parlé des acteurs, tout ça. Ton appréciation du film? Ben, écoute, j'aime beaucoup les films d'horreur. Je veux dire, ça fait quelques années que j'apprécie plus ça qu'avant. Je pense en vieillissant, on apprend à aimer ça. Ouais, c'est ça. Ce film-là, on l'avait choisi par hasard. On voulait écouter un film d'horreur, on regardait une nouveauté, et il y avait ce film-là. Et dans le casting, on avait vu qu'il y avait Chris Hemsworth, qui est dans le fond Thor, et on s'est dit, hey, il est dans un film d'horreur, on va écouter ça. Fait qu'on a écouté ça, et écoute, j'étais surpris, vraiment surpris, c'était un bon film. Pas tu sais, je m'attendais à. Ben, je m'attendais à avoir un film d'horreur, mais je veux dire, c'en est un, mais je veux dire, il est pas aussi épeurant qu'un film d'horreur classique qu'on pourrait avoir. Ma deuxième écoute, j'ai pas fait de saut. Probablement parce que je savais qu'est-ce qui s'en venait, mais moi, ce film d'horreur-là ne me fait pas peur. Non, c'est ça, moi non plus. Mais ça reste que c'est un bon film, là, je veux dire. Si vous savez pas vous l'écouter, vous allez avoir des sauts, mais je veux dire, reste que c'est pas autant horreur qu'un film d'horreur qu'on pourrait s'attendre, mais ça reste très bon, je veux dire. Puis le film, je veux dire, l'histoire en simple, c'est des jeunes qui vont dans le nord, dans un chalet, et qui appartient au cousin de Chris Hemsworth. Et en parallèle, on suit aussi une gang de scientifiques, puis c'est comme il y a deux scénarios qui s'entrecroisent, puis ça prend du temps ça prend un certain temps avant qu'ils se relient, pour qu'on comprenne ce qui se passe. C'est vraiment un film qui nous laisse dans le mystère au début. Oh, il y a vraiment une intrigue, là. Ouais, c'est ça. Au début, il y a beaucoup d'éléments dans le flou, puis tranquillement, les morceaux se rassemblent un peu. Ben, c'est comme dans la deuxième partie du film qu'on apprend qu'est-ce qui se passe, parce que vu qu'on voit deux scientifiques, on comprend pas, il y a des gageaux qui se lancent, il y a des jokes qui se font, il y a des leviers spéciaux dans la base qui sont. Puis tu vois qu'il y a des caméras partout dans la cabane en question, puis tu te dis, voyons, c'est quoi qui se passe dans cette cabane-là? Et écoute, c'est pas un spoiler, si ça fait partie de la bande-annonce, on le voit, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe là. Ouais. Bref. Toi, qu'est-ce que t'as apprécié du film? Parce que j'ai dit mon appréciation, mais toi, là. Tu sais, à l'époque, quand ils ont sorti Scream 1, le premier Scream, le monde a capoté. Ouais. Mais moi, j'ai eu le même feeling. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Moi, je suis pas un grand fanatique de films d'horreur, mais quand on va chercher les codes puis qu'on les change et qu'on teste des affaires et on va dans des directions, écoute, le film se veut drôle à certains moments, même souvent, je te dirais. Et j'ai ri des fois de bon cœur et des fois, j'ai fait comme oh, ok, c'est cool, ça. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Il va y avoir des personnages, des fois, ils vont agir de telle façon, mais tout est contrôlé, tout est pensé. Et j'aime le fait qu'ils ont pris 5 personnages qui sont stéréotypés, mais ils ont raison d'être, là. Ouais. Ils sont pas juste comme ça parce qu'ils sont comme ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment comme osé comme projet. Je trouve que ça mérite vraiment. Je trouve que ça aurait mérité beaucoup plus d'attention que ça. Moi, pour vrai, c'est dans mes films d'horreur préférés à vie, littéralement. Rien de moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis ma deuxième écoute, j'ai eu tellement de fun à réécouter ce film-là, je capotais. Pour vrai, j'aime énormément ce film-là. Et moi, c'est dur pour moi de ne pas le recommander. Vous devez être ouvert. Si vous attendez un film d'horreur classique, vous allez être déçu. Parce que ça n'en est pas un. Il y en a beaucoup qui reprochent au film d'horreur de ce film-là de ne pas être plus horreur que ça. Moi, je trouve que c'est correct dans comment il a été pensé. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Toi, à part ça, est-ce que tu as quelque chose que tu rajouterais par rapport au film? Écoute, non, ben je pense qu'on va aller à côté spoil pour en plus décrire. Ouais, c'est là que le fun y est. Là. Ouais. Bref, on va aller dans la zone spoilers. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est back pour la section spoilers. Ouais. Écoute, je vais te laisser y aller en premier. Tu vas me dire ta scène préférée du film. Ma scène préférée du film. Ok, là, tu me poses une bonne question. Écoute, j'essaie de me rappeler une scène en particulier qui me... Ah oui, je sais. Ma scène préférée du film, c'est vers la fin du film, il se retrouve, il essaie de s'enfuir avec la caravane et il réalise qu'il ne peut pas quitter parce que devant eux, ça s'effondre. Et là, le personnage joué par Chris Hemsworth, il y a une brillante idée, il dit je vais sauter par-dessus le ravin en moto
Et je vais chercher des renforts, vous restez ici, je vais revenir plus vite que je peux. Puis c'est full dramatique comme scène, c'est vraiment très dramatique. Ouais. Là, il prend son élan, il part, puis là, il y a comme une séquence qu'on le suit. Là, il saute, c'est comme ok, l'espoir revient. Direct dans le mur électrique. Il frappe un mur invisible, puis il fait juste. Il cogne dessus en descendant, genre. Ah oui, pis c'est comme, oh mon. C'est fucking long, ça. Oh oui, pis ça en est drôle, hein? Ça fait un peu l'ambiance. Parce qu'en plus, toi, tu sais qu'il y a un mur électrique, tu crisperas pas. Tu pourras pas parce qu'on voit au début du film un oiseau qui rentre dans une vitre électrique, il passera pas. Moi, si tu me permets, là, j'ai 2 scènes que j'adore vraiment de ce film. J'en ai plein, écoute, j'en ai plein pour vrai. Plusieurs coups de cœur aussi que j'ai, mais vas-y. Ok, quand les créatures sont libérées, parce que oui, dans le film, à un moment donné, les créatures se font toutes libérées par la Vierge et le Potter. Parce que le Potter est réellement le vrai héros du film, ironiquement. Va ouvrir. T'as comme les squads qui s'apprêtent à attaquer les monstres qui sont devant les ascenseurs. Et t'attends juste. Cling, tu sais, comme l'ascenseur est arrivé, tu vois toutes les portes qui ouvrent, puis tu vois toutes les bébites, les serpents, les fées, les petites filles, tout ça. Les cornes. Les cornes, les clowns, déchiquetés. Ces gars-là, c'est épouvantable. Il y a du sang partout, puis c'est juste ça pendant comme 1 minute, t'es comme, oh my god. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la scène quand ils se ramassent dans un cube. Que là, ils sont comme. C'est comme un genre d'ascenseur. Ouais. Là, ils voient dans un cube, ils voient toutes les créatures, ils sont comme. Qu'est-ce qui se passe? Moi, au début, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était ça la fin du film. Parce qu'on voit la caméra qui s'éloigne du cube. Ouais. Tu te dis, ok, ça va finir comme ça. Non, finalement, il y a une suite, mais pour vrai, c'est l'interprétation que j'avais eue au début. Puis je trouve que cette scène-là est tellement. What the fucking fuck, là? C'est une des scènes aussi que j'ai beaucoup coup de cœur, beaucoup apprécié. C'est l'ascenseur, en plus, elle se prend en ligne droite, elle fait comme des décalages. Puis à chaque fois, il arrête devant des vitres, puis t'as des monstres, t'as un loup-garou, t'es comme. What the fuck? Oh, ouais, écoute. On a une petite fille, t'es comme ok. La petite fille est dos, puis là, il s'approche tranquillement, comme. Ah, il y a une petite fille, puis il s'approche. La petite fille se retourne, puis c'est juste des petites grosses mâchoires avec plein de dents. Ouais, c'est ça, c'est super awkward, man. Il y a plein d'affaires de même. C'est un moment plus qu'une scène. C'est que quand Chris Hemsworth revient parce que sa blonde s'est fait tuer, puis il rentre dans la cabane. Je pensais que c'était de la scène qu'elle se fait tuer. Bon, non, ouais, ben ça, la scène avec la poitrine, là, tu veux dire. C'est drôle parce que dans le fond, il rajoute, je pense, quelque chose de des phéromones. Ouais, des phéromones, fait qu'ils ont comme plus envie de faire l'amour, fait que les gars, ils regardent tout l'écran, puis elle se déshabille, puis c'est une belle femme, là, on va se le dire. Cette scène-là est drôle, mais moi, ce qui me fait rire, c'est quand il rentre dans la cabane, Chris, et comme on se fait attaquer par des monstres, puis tout ça, puis tu sais, on voit qu'il y a réellement des monstres qui attaquent. Ce qui me fait rire, c'est que il fait, ok, là, on n'a pas le choix, on reste tous ensemble, et il faut se tenir groupés. Fait que là, il fait juste virer de bord, les scientifiques lancent juste une petite boucane, il fait, non, on devrait se séparer. J'ai fait quoi? Là, t'as le poté qui est comme, t'es sûr que c'est une bonne idée? C'est rempli de... Là, on parle de film d'horreur, hein? Ah oui, c'est un film d'horreur, mais écoute, c'est rempli de scènes de même, c'est cocasse. Et à un moment donné, le poté découvre une caméra, il fait, oh non, je suis dans un reality show, bro. Depuis le début, tout le monde me regarde, puis moi, je suis comme, excuse-moi, maman. Le film, c'est ça, là. Écoute, je t'en passe, mais c'est drôle. Écoute, il y a des scènes drôles, mais en même temps, c'est... Ouais, il y a comme un côté horrifique, qui appuie beaucoup le film, mais... On dirait que l'humour prend le plus de dessus que l'horreur. Ouais, ben... C'est ça que le monde reproche beaucoup. Moi, je ne l'ai pas vu comme un défaut, mais... Tu sais, le film, il part horreur, mais tranquillement, il l'humour assez rapidement, l'humour avance, mais je veux dire... Reste que le film, à la fin, est très violent, très... Oh, ouais, très gore. Juste la scène que la licorne fonce sur un gars, puis il l'empale. Il l'empale, là. Oh, mon... Il redonne des coups, puis il redonne des coups. Oh, ouais. Écoute, tous les monstres qu'on voit sont vraiment... sont dégueulasses. Mais j'aimais le concept que chaque personnage, quand il mourait... Le sang revenait. Ouais. Écoute, on peut-tu aller tout de suite à la dernière scène? Où tu avais. Ben, on va parler de d'autres scènes, mais j'aimerais ça parler de celle-là, dans le fond. Parce que celle-là, c'est. Dans le fond, Sigourney Weaver arrive, et dans le fond, elle est comme la boss de l'entreprise qui s'occupe de ça. Et son devoir de citoyen, pour elle, c'est de s'assurer que les 5 ou 6 personnes, parce qu'il y en a une qui peut être épargnée, puis c'est la Vierge, survivent. Comme ça, si le sang coule, ben, il va pouvoir nourrir quelque chose qui en dessous, qui n'est pas mentionné tout le long du film. Là. Ils font juste dire qu'il y a quelque chose. Ouais. C'est juste ça qu'ils disent tout le long du film. Et le Potter et la fille décident de faire fuck off, on se tuera pas, on veut pas mourir, on va assumer ce qui va arriver. Finalement, la fille dit non, tu peux pas faire ça, vous allez mourir. Il fait ben, just too bad, on est prêt à dealer avec ça. Fait qu'ils réussissent à tuer, comme dans un combat basique, là. Ils réussissent à tuer Sigourney Weaver et. Amène un élément complètement burlesque.
la terre commence à branler, le décor commence à tomber, puis il se fume un joint avant de mourir. Et ce qui arrive, ça devient n'importe quoi. C'est une main géante qui sort du sol et c'est des dieux qui s'occupaient de la planète. Dans le fond, qui conservaient l'humanité. C'est là, c'était comme tabarnak! Ça, là, pour vrai, j'y ai jamais pensé. Je me rappelle, j'étais allé voir qu'un de mes chums, Olivier, là. Il était plus capable d'arrêter de rire dans la salle. Il était plus capable. Il dit, Chris, j'ai jamais vu venir. c'est... La fin est tellement random, là. Ah oui, tu dis, Chris, jamais j'aurais pensé à ça. Ouais, écoute. Jamais. Toi, y a-tu d'autres scènes? Excuse, j'en parle beaucoup, mais. Ben écoute, c'est ça, le film en tant que tel, on a nommé les grosses scènes. Il y a 5 personnages, d'un qu'on a presque pas parlé, qui est noir de service. Mais je veux dire, il y a leur interaction, comme on dit, ils ont chacun leur personnalité extrême, mais ils s'en battent tous ensemble. Je sais, il y avait une scène que je voulais parler, j'essaie de me rappeler. La scène d'avant le feu, puis que là, la fille, la blonde, devient une nonne puis ultra sexualisée. Puis le poteau, il fait Chris, ça n'a jamais été de même. Puis là, il dit Crime, elle a fait un doctorat. Pourquoi elle fait ça? C'est vrai, la scène qui est chose de vérité aux conséquences. Puis là, à la conséquence, quand elle embrasse le loup, fait qu'elle s'approche de lui, puis elle le crouse. Ah ouais, elle crouse le loup, puis elle le French. Mais solide. Mais solide, là. Là, tu vois tous les gars comme. Ah ouais, c'est. Ouais, écoute. Ouais, non, c'est rempli de ça. Le film. C'est comme qu'est-ce qui déclenche le fait, les créatures, c'est quand ils vont tout au sous-sol. Parce qu'il y a une trappe qui se trouve et qu'on dit on va y voir dans la trappe. Là. Ben oui, évidemment, c'est une bonne idée. Là, tu le vois, le gars, il fait t'es pas game d'y aller. Fait qu'il y va. Mais là, il y a comme plein de bébelles. Fait que chaque bébelle va enclencher quelque chose. Ouais. Fait que, finalement, ils lisent le livre. Puis c'est le livre qui enclenche l'arrivée de créatures. Ben, de créatures, c'est plus des zombies. Ouais, c'est des zombies. Ben, c'est parce qu'en parallèle, dans le labo, tous les employés ont fait un pari de savoir quelle créature oui, elle c'est choisit. ça, il y a des paris. Fait que là, ils font c'est zombies, puis là, ils font ah, c'est qui a gagné? Fait ah, c'est toi qui as gagné, bravo! Ben ouais, ben c'est ça tout le temps. Puis c'est drôle, là, ça en est drôle. Puis le Potter, ils nous font croire avant la moitié du film que le personnage meurt parce qu'il se fait take, puis finalement, il s'en est sorti. C'est ça, ce qui est intéressant de ce film-là, c'est qu'ils vont tout essayer de détourner le cliché habituel du film d'horreur. D'où la raison que ce film-là, je trouve qu'il se démarque, n'ira jamais dans le même piège que « Ah non, nous sommes attaqués par des monstres. Envoyons le gars musclé pour voir ce qui va arriver. » Le film essaie de tout le temps contourner ça puis arriver ou donner une raison d'être. C'est comme si ce film-là signifiait que tous les films d'horreur qui existent ont une raison d'être et que tout arrive à cause de ça. Il brise les stéréotypes qu'on a d'habitude. Oui, c'est ça. Comme Scream a pu faire à l'époque, on brise les codes. Ouais. Malheureusement, il n'y aura peut-être pas le succès escompté, par exemple. Là. Mais toi, t'as-tu d'autres choses à rajouter sur le film? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ouais, t'as plus rien à rajouter? On a dit les éléments les plus importants du film, parce que le film il est relativement court quand même. 1h30, je pense. Ouais, c'est ça. Et ça se passe quand même assez vite. On a dit les éléments les plus importants. Il y a des bouts, je veux dire, dans la cabane qui jasent ça, mais reste que. Il n'y a rien d'autre de grand marquant, à part peut-être qu'il arrête à son service avec le gars fucking louche. Ouais, quand il appelle pour dire là, je les ai envoyés, les jeunes. Puis là, les gars, ils s'en calissent, ils n'écoutent pas, puis ils mettent le téléphone de côté, ils sont juste morts de rire, là. Rapidement, comment t'as trouvé Kristen Stewart là-dedans? Ben écoute, Kristen Stewart, j'ai toujours l'impression qu'il c'est un acteur qui ferait un bon douchebag, tu sais, le sportif ou le douchebag de service. Là-dedans, c'est ça qu'il fait, puis je trouve qu'il l'a bien, là, je veux dire. Même s'il brise les stéréotypes dans le sens qu'il est héroïque et tout ça. Mais il est censé être brillant, le gars, là, ouais. à base. Mais j'ai aimé son personnage, je veux dire, il m'a surpris parce que je suis pas habitué de le voir faire des personnages. Comment je ferais ça? Intelligents. Ouais, moins nono, moins douche, là. Ouais, c'est ça. Parce que Thor, on dira ce qu'on voudra. Il est drôle, il est sympathique, on l'aime, mais c'est un douche. Ouais, c'est un douche. Puis il a fait aussi, il a joué dans Ghostbusters, puis là, il fait le cave de service. Ouais, c'est ça. Ouais. Je l'aime beaucoup, moi, Chris Hemsworth. Ouais. Mais là-dedans, il m'a surpris, puis je l'ai beaucoup aimé, là. Est-ce que t'as un autre dans le casting que t'as apprécié? Dans le casting que j'ai apprécié, la fille principale, là, la vierge, là. Kristen Connolly, là. Kristen Connolly. J'ai bien aimé. Elle faisait la. Contrairement dans les films d'horreur, d'habitude, la fille a toujours peur parce qu'elle va au courant de ça. Elle essaie d'être téméraire, elle essaie de. Tu sais, c'est une des raisons qui a brisé les stéréotypes, c'est en est une, c'est elle. J'ai beaucoup aimé ça. Elle était forte ça jusqu'à la fin, puis tu sais, même si à la fin une hésitation, elle hésite à tuer son ami, mais reste que. Elle garde la tête froide, puis elle réussit à survivre parce qu'elle sait se débrouiller, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé pour son personnage.
Toi, je sais que c'est le poteux que t'as. Ah ouais, Friend Quinn. Écoute, il est hot là-dedans, il est cool, le gars, là, il est drôle. C'est lui moi, je le considère comme le réel héros du film. Là. Même si Dana Paul, qui est techniquement le personnage principal du film, Ouais. je trouve que là-dedans, lui, il est puissant. C'est le seul qui réfléchit aussi réellement. Qui fait, 4 minutes, il y a quelque chose qui marche pas dans le décor. Là. Il y a quelque chose qui marche pas. Il met en doute depuis, même dès le début. Puis il y a une phrase clé qui shoot à la fin, juste avant qu'il se fasse écraser par la main de géant. Là. Ouais. Il fait, je pense à ça, là. Kurt, là, il n'y a pas de cousin. Ils sont écrasés. C'est fait Chris. Fait comme quoi? Moi, bref, j'ai pas autre chose à dire. Toi non plus. On va y aller avec notre note. Mathieu, quelle est ta note? Écoute, pour ce film-là, j'y vais avec un 3.5. Ah ouais, facilement. Moi, je vais avec un 3.5 sur 5. Écoute, c'est un bon film. Même si, c'est un bon film, même s'il n'est pas dans les classiques des films d'horreur, reste qu'il est bon pour son côté humour, mais son côté aussi horreur. Son histoire originale. Ses acteurs, c'est le fait qu'ils brisent les stéréotypes. Beaucoup de bons éléments que je viens de dire. La direction artistique, le décor aussi, même si c'est toujours le même décor, c'est bien amené. C'est pas redondant de revoir les mêmes décors. C'est un bon film. Ouais. Moi, je suis encore plus généreux que toi, ce film-là. Oh! Je donne facilement un 4 sur 5. J'ai Ok. hésité à donner un 4.5. Tabarnak. J'aurais... L'autre qui a donné 2.5 à Rogue One. Là. Ah, toi, t'as donné, je pense, à quel film t'as donné un 3.5? J'ai fait Chris, ça méritait pas ça. Ah, en tout cas, tu l'as fait souvent. Mais... Bref, j'ai vraiment aimé ça. J'aurais mis un 0.5 si le film aurait osé un peu plus l'horreur, parce que il se voulait comme un film d'horreur, mais Ouais. à mon goût, à moi, il l'est pas suffisamment. Mais le film a le mérite d'être ultra rythmé. Les personnages sont dynamiques. Il y a un concept original, il y a un scénario original. On brise les stéréotypes, on brise les clichés, on avance. Il y a un vrai. Tu sais, souvent dans les films d'horreur, des fois, je trouve que ce qui manque, c'est de crédibilité. Puis dans tout l'inverse que de l'écrit. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas de crédibilité à avoir dans cet univers-là. Ouais. Mais le film réussit à être crédible dans sa façon d'aller. Et même ce personnage, j'y crois malgré tout le stéréotype qui est voulu. Personnellement, je considère que c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu depuis longtemps. J'ai eu du fun à l'écouter. C'est un des meilleurs films d'horreur que je trouve de sa génération. Je ne pince pas mes mots. J'ai adoré ce film-là. Bref, on va vous laisser là-dessus. On va laisser le mot de la fin. Ok. Où c'est qu'on peut nous suivre, Mathieu? Sur Facebook, la Ligue des Cinévores, sur YouTube, la Ligue des Cinévores, sur DigiPod, sur Palado Québec, sur Pod Québec, sur iTunes, sur Twitter, Ouais. j'allais presque oublier. Vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Mathieu Belcrevo. Vous pouvez suivre Max sur son Facebook, Max Taillon. Et... Je pense que c'est pas mal de tour. Ouais, et là, comme on vous a promis, il va y avoir un double épisode. Ouais. On va vous lancer tout de suite Spider-Man, vous allez pouvoir l'écouter. L'écouter avant celui-là. Ouais. Bref, merci d'avoir été là et Mathieu reprendra les rênes de l'animation. Et voilà.